Attention, cette émission aborde des sujets sensibles et certains propos peuvent choquer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Brice, il est agent polyvalent funéraire et il est aussi fossoyeur. Tu t'es retrouvé sur une scène de crime sans le savoir. La personne est face contre terre. Donc moi, je le tourne, et là, je dis, ah ouais, putain, il s'est pas loupé, il s'est mis une belle balle dans le cœur. Et là, j'ai le gendarme, il se retourne, il me dit, pardon. Ah non, on n'est pas parti sur ça, machin. Et là, ils me disent, ne bougez plus et ne touchez plus à rien. Et là, on m'interroge, qu'est-ce que vous faisiez là-bas et pourquoi vous étiez là-bas? Comment vous savez qu'il y avait une balle? Là, tu te dis, merde, je vais être accusé de meurtre. Oh, encore des problèmes. Une fois, tu as fait une erreur lors d'un accident de train. Quand une personne se suit sous un train, généralement, ils sont démembrés. Et en fait, il s'avérait qu'on n'arrivait pas à trouver une jambe. Là, je dis, c'est pas possible. Et là, je me baisse et je vois la jambe sous un wagon. Et là, je prends la jambe, je dis, je l'ai trouvée. Et là, en fait, que j'avais pas vu que j'étais dans mon... C'est qu'il y avait les voyageurs dans le train. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Brice, il est agent polyvalent funéraire et il est aussi fossoyeur. Vous allez voir, il va nous raconter tous les métiers qu'il fait à l'intérieur du funéraire. C'est lui qui va chercher les corps, qui les transporte. Vous allez voir, il lui est arrivé beaucoup d'anecdotes. Vraiment, faites-moi confiance. Et alors, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable aussi, Brice, c'est qu'il est arrivé un jour sur un suicide. Il a remarqué quelque chose sur le corps et il a permis d'élucider une affaire qui n'était en fait pas un suicide, mais bien un meurtre. Il va nous raconter toutes ces histoires quand il est arrivé sur des corps complètement momifiés, comment il a dû gérer, etc., etc. Et juste avant qu'on commence, je vous rappelle, on l'a annoncé il y a quelques temps qu'on part en tournée. Ça va s'appeler le Légende Tour en octobre et en novembre 2026. On va partir dans les 16 plus grandes villes de France, dans les 16 plus grandes salles de France et de Bruxelles aussi d'ailleurs en Belgique, pour venir vous voir avec 6 invités qui ont marqué la chaîne. Philippe Boxeau, le médecin légiste, Julien qui est pilote d'hélicoptère de combat Tigre, il y aura Thérèse Argot qui est thérapeute de couple, il y aura Astronophilos, donc Anthony qui est astrophysicien, qui va nous parler de beaucoup de choses. On va apprendre des choses. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez prendre des billets avec des enfants et des adultes et des grands-parents. Tout le monde peut venir au même endroit. Ça sera un spectacle en fait où on apprend, ce sera un show où on va apprendre des choses. C'est-à-dire que chacun va raconter 3 anecdotes énormes et surtout inédites. Donc prenez vos places, on va se retrouver là-bas. On avait hyper envie de faire un truc où on pouvait venir vous voir partout dans les villes. Donc les places sont sur légende-tour.fr. Prenez-les les amis, j'ai hâte de vous y voir. Et puis, il y aura un invité qu'on va annoncer dans quelques temps qui est énorme et on ne peut pas encore l'annoncer. On va l'annoncer juste avant la tournée, vous verrez et vous comprendrez pourquoi ce jour-là. En tout cas, merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur Légende. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et avant de commencer l'émission, je voulais remercier notre partenaire, c'est Finari. Finari qui est une plateforme qui permet de gérer son argent et de permettre de comprendre, vous allez voir, de gérer son budget. Parce que chaque année, on se dit qu'on va mieux gérer son argent. Là, c'est directement concret grâce à Finari. Vous pouvez loguer vos comptes et voir directement tous vos frais, tous les abonnements inutiles que vous avez. Vous pouvez vous rendre compte combien vous avez de frais sur votre plan épargne retraite, même sur les actions que vous avez, sur tous vos investissements. Ça vous permet de piloter vraiment tout ça et de pouvoir aussi investir d'ailleurs grâce à Finari. On a reçu il y a quelques temps Mounir Lagoun qui est le patron, celui qui a créé Finari. Et on a abordé non seulement tout ça dans l'émission, comment bien gérer et faire évoluer aussi son argent et comment les grandes familles françaises font pour optimiser leur patrimoine et pour continuer de rester très riches, leurs choix, leurs décisions en bourse et leurs stratégies. On a aussi parlé de Warren Buffett qui est très riche et comment il a réussi à devenir très riche et aussi grâce à la bourse. On a abordé tous ces sujets très intéressants. Donc si vous voulez voir l'émission directement sur Finari, vous allez dans la description de cette vidéo. Voilà, merci à eux de nous sponsoriser l'émission et c'est parti maintenant. On y va avec Brice qui est agent funéraire polyvalent et fossoyeur sur Légende. On y va. Salut, c'est Brice sur Légende. Je vais vous raconter mon métier. Je travaille dans le funéraire, je suis fossoyeur et je vais vous raconter des choses un peu croquantes. Allez, bienvenue Brice, je reprends le clap. Merci de venir. T'es venu de Montpellier, toi. Je suis venu de Montpellier, ouais, exactement. Fais l'aller-retour, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Toi, t'es agent funéraire, donc agent polyvalent. C'est comme ça qu'on dit dans le funéraire, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses. Ouais, je fais plusieurs choses en fait. On dit agent polyvalent parce qu'il y a plusieurs corps de métier. C'est pour ça, mais ouais, c'est vrai qu'agent funéraire, ça englobe le funéraire de base. Mais dans le funéraire, ouais, il y a plusieurs métiers différents. Tu as vécu des anecdotes exceptionnelles. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai préparé l'émission avec l'équipe, j'en revenais pas. Je dis, mais attends, ça, il a vraiment vu, c'est fou, quoi. Ouais. Ben, en fait, on voit des choses assez dingues parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, tout ce qui est autour de la police, donc les accidents, les découvertes, les machins, et ben en fait, c'est pas les pompiers qui s'en occupent. Donc c'est vraiment la gendarmerie qui appelle les pompes funèbres assermentés. Et qui viennent en fait, nous, on vient après la guerre, comme on dit. En fait, il y a l'accident, apparemment, ou une découverte. Quand il se passe quelque chose. Les pompiers, qui sont ici avec les gendarmes. Ouais. Voilà.
Et en fait, dès qu'il y a un décès, eh ben, c'est la gendarmerie qui appelle les pompes funèbres. D'accord. Les pompiers, en fait, ils prennent pas en compte le décès. Oui, c'est vous qui prenez les corps, etc. Voilà, c'est nous, on le met, comme on le dit dans le jargon, on le met dans la housse. T'as déjà vu les émissions avec Philippe Boxall, le médecin légiste qu'on a reçu en fait, j'ai pas regardé entier, mais je regarde les podcasts via TikTok ou quoi. Donc tu vois ce dont il parle, tu vois les mêmes choses. Hein. Ben, en fait, nous, ceux qui voient, c'est nous, on va les chercher, en fait. Ouais, c'est ça qui... Donc toi, tu vois les médecins légistes bosser Non, ça, c'est la partie à part. C'est juste après. Voilà, en fait, nous, on prend vraiment du lieu de décès, donc vraiment, par exemple, de la découverte. Ou la scène de crime. La scène de crime, tout, je fais du tout. Je fais de la scène de crime, je fais de la découverte, je fais du suicide, je fais des accidents, j'ai vraiment tout vu. Et en fait, on le récupère du point A, on l'amène à l'Institut médico-légal, où là, il y a l'autopsie et les médecins légistes qui font leur travail. Qu'est-ce qu'un... Alors, parce que là, on parlait de fossoyeur, j'ai dit ce mot-là dans l'intro. Fossoyeur, et qu'est-ce que tu fais exactement? Ça englobe quoi ton métier avant de parler des anecdotes, pour comprendre ce que tu fais? Alors, le fossoyeur, en fait, c'est un travail bien spécifique, et c'est quand même minutieux, et c'est un travail qui est aussi compliqué, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, dans le funéraire, on n'a pas d'intempéries. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, on est obligé d'enterrer les personnes. Donc déjà, on travaille sous la pluie, on travaille dans la boue. Et c'est plus compliqué quand on fait des fosses. Les fosses, en fait, c'est des caveaux, mais en pleine terre. Donc on y va avec une mini-pelle, une pioche, si on n'a pas accès à la mini-pelle, pour creuser, pour pouvoir enterrer le défunt. Tu fais le trou, quoi. Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle faire le trou, mais... oui, c'est moins joli, mais c'est moins joli. Donc on fait une fosse. D'accord, voilà. d'accord. Oui, c'est des termes qui sont plus élégants, mais c'est pour bien qu'on comprenne son image. Ça. Et après, le fossoyeur, il ouvre des caveaux, donc il peut ouvrir des caveaux donc basiques, avec des portes en façade ou des tombales, et il rentre à l'intérieur et on va dire il nettoie. Donc il protège, par exemple, s'il y a déjà des corps à l'intérieur, où les cercueils sont abîmés, ou carrément qu'il n'y a plus de bois de cercueil, on met des bâches pour éviter en fait que les gens de l'extérieur voient ce qui se passe, quoi. Voilà, des squelettes. Quoi. Donc ça peut être porteur, tu vas porter les cercueils. Tu portes des cercueils. Tu fais tout, en gros, tu fais tout de A à Z. C'est ça. En fait, je fais pas tout de A à Z. Tout ce qui est partie conseiller funéraire, donc recevoir les familles et maître de cérémonie, celui qui parle, ça je le fais pas. Toute la partie commerciale, je ne fais pas. Et je ne fais pas la partie soins de conservation, thanatopraxie, ça je le fais pas. Parce que en fait, c'est vraiment un taf qui me plaît pas, moi. Pourquoi tu fais ce métier? Comment t'es arrivé là-dedans? Alors, moi, je suis arrivé là-dedans par tout hasard, vraiment. Je parlais on était en repas de famille pour la fête des mères. Donc, pour te dire que je suis vraiment rentré par hasard. Et en fait, j'arrivais en fin de droit de chômage et il me fallait trouver un travail vite et qui embauche vite. Et j'ai une cousine qui travaille dans le milieu qui est infirmière et qui me dit, putain, ça tirait bien le costume. Je dis, comment ça, le costume? De quoi tu me parles? Et elle me dit, agent funéraire, je trouve que ça tirait bien. Je dis, moi je connais pas, c'est quoi ça? Donc elle m'explique vaguement ce que c'est, et je dis, pourquoi pas? Donc je me suis renseigné, et j'ai anciennement Pôle emploi, donc France Travail maintenant, qui fait des formations, donc chauffeur, porteur, fossoyeur. Donc en fait, tu tombes un peu dedans par hasard. Ouais, complètement par hasard. C'est pas une vocation très dans le funéraire. Ah non, c'est pas une vocation du tout, je tombe vraiment ça par t'a étonné hasard. toi-même de bosser dans le funéraire? Ça m'a étonné au départ. Au départ, je me suis dit, quand même, Brice, tu vas ramasser des morts toute la journée, c'est un peu bizarre, quoi. Et au final, j'ai été mis sur le fait accompli direct quand j'étais embauché, en stage, dans ma première société de pompes funèbres. Formation de combien de temps? Formation 1 semaine, 7 jours. C'est très rapide. C'est très rapide. En fait, il te montre... Moi, ce que j'ai reproché à la formation, c'est qu'il te montre pas vraiment ce que tu vas voir. Il te prépare pas vraiment à ce que tu vas voir. Psychologiquement, tu veux dire? Il te prépare, sur des morts lambda, des morts basiques d'une personne âgée qui est décédée normalement dans son lit, où tu vas aller la chercher. Mais ils te disent pas, tu vas aller voir des mecs qui se sont fait exploser la tête, des mecs qui sont passés sous un train, des gens qui sont décapités, des gens qui sont liquéfiés parce ça fait longtemps qu'ils sont là, ou momifiés. Tu te rappelles de ta première affaire? Tu commences quand tu as 23 ans, tu en as 33 aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu bosses. Ta première affaire, c'est quoi? Pour qu'on comprenne le quotidien et vraiment dans quoi tu tombes le premier jour. En fait, ma première affaire que j'ai eue, déjà, donc je ne suis même pas embauché par l'entreprise. C'est ta vraie première affaire. Ouais, c'est vraiment la première que j'ai faite. Donc je trouve un stage. 2 semaines après ma formation, je trouve un stage. Et donc je commence à 9h. Donc on me briefe un peu, on fait un peu tour les locaux et tout. Et à 11h, on reçoit un appel donc de la gendarmerie.
Et on est appelé donc sur une découverte. Donc une découverte, on nous dit pas sur quoi on part. Donc c'est vraiment, on part à l'aveugle, quoi. Ah, tu sais pas? Ah non, tu sais pas, on te dit, on a une découverte, il faut venir à cette adresse. Point barre. On te dit rien. Et là, moi j'arrive, donc je vois les gendarmes, la police, machin, les pompiers qui s'en vont. Je dis, oh, putain, c'est chaud quand même, dans quoi je m'embarque, quoi. Et là, en fait, je rentre, donc les gens, ils finissent de faire les empreintes ou je sais pas trop. Et on nous dit, vas-y, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, on rentre, et je vois un mec par terre, bouffé par ses chiens, quoi. Mangé par ses propres chiens? Ah ouais, ses propres chiens, il les avait mangés. En fait, si tu préfères, on m'a expliqué plus tard que un corps, ça se liquéfiait. Donc en fait, ça devient liquide. Voilà, et en fait, t'as les muqueuses et t'as les orifices qui coulent. Et en fait, les chiens, ils ont pas eu à manger, ils ont pas eu à boire, et ils ont commencé à lécher. Quand le monsieur est décédé, voilà, ouais. parce que ça faisait plusieurs jours qu'il était là. Et en fait, donc ils ont léché, et en fait, au fur et à mesure, ils ont commencé à le grignoter, quoi. Donc moi, j'avais vraiment toute la partie. Tu vois, The Walking Dead, la même chose avec juste les dents apparentes. Ah, tu vois plus les joues, il y a plus de joues. T'as plus les joues, t'as les yeux, les oreilles manquaient. Et là, c'est un choc émotionnel. Au début, tu dis c'est trop pour moi. Là, moi, en fait, non, justement, c'est ça que je me suis dit que je pourrais faire ce métier parce qu'en fait, sur le coup, j'ai pas été choqué, quoi. Et je me suis vraiment même posé la question si j'étais normal. Je te jure, c'est vrai. J'ai même. Ça t'a étonné de pas être plus traumatisé. Généralement, tu vois des personnes. T'es pas censé voir des choses comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas si moche que ça, quoi. T'es incroyable. Et ouais, ça m'a pas choqué. Et là, je me suis dit, merde, peut-être que t'as quand même un souci, peut-être. Et qu'est-ce que tu dois faire quand t'arrives sur un truc en fait, comme ça? Donc, du coup, là, t'as l'autorisation de la gendarmerie et tu mets, donc, du coup, la personne dans la housse mortuaire. Donc, en fait, tu manipules la personne pour la mettre dans une housse et la sortir soit sur ton brancard, soit sur civière. Et après, l'amener à l'institut médico-légal où les médecins légistes rentrent. Toi, ça t'a pas choqué? Tu disais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent ce métier quand ils commencent et dans les premiers jours, ils voient un premier cas, ils disent, ah, c'est pas pour moi, et c'est pas un jugement du tout, hein. Ouais. Moi, j'ai une anecdote où ça a été vraiment une partie difficile de ma vie d'agent funéraire. C'est le jour où j'ai fait une petite fille de 3 ans. En fait, donc j'atterris avec un monsieur qui a une quarantaine d'années. Et c'était son premier jour dans le funéraire. Du coup, en fait, on arrive pour faire une fermeture de cercueil à l'hôpital. Et sur place, en fait, on a donc du coup la petite fille de 3 ans qui est dans un salon privé pour que la famille puisse se recueillir. Et moi, quand je conduis le corbillard, on est sur la route, je dis, tu sais, là, on va vivre quelque chose de très compliqué. Et pour moi, en disant, ça reste toujours le plus compliqué de notre métier, c'est les enfants. C'est ce que disait Philippe Boxeau aussi. Hein, tout le monde. C'est vraiment quelque chose où on s'y fait pas. J'arriverai jamais à m'y faire. Et en fait, donc on arrive et il me dit, si tu arrives à le faire en étant jeune, je peux le faire aussi. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu verras. Donc on rentre, on prépare donc on sort le petit cercueil et tout ça. Et au moment de faire la mise en bière, j'ai une demande très particulière de la famille que généralement on fait pas. C'est d'habiller la petite fille de 3 ans en mini. Donc, mettre la robe, mettre le serre-tête, les boucles d'oreilles, le collier, les petits chaussons et tout ça. Ah, parce que parfois, tu as des demandes, pour changer le corps. Généralement, ça, nous, on le fait pas. Généralement, en fait, le thanatopracteur, il habille le défunt et le défunt est habillé. Et après, vous le touchez pas. Voilà, nous, on le touche pas. Nous, on le prend. En fait, on le bascule donc de la table réfrigérée dans le cercueil. C'est ce qu'on appelle faire la mise en bière, tout simplement. Donc, du coup, en fait, nous, on touche pas le corps après. Donc, on fait la mise en bière et c'est tout. Et là, en fait, donc, ils ont cette demande. Ils te le demandent le jour J, tu veux dire? Ah oui, du coup, tu peux pas trop dire non. Et en fait, moi, je pars du principe que je fais ce métier parce que déjà, d'une, je veux rendre service aux familles et qu'en fait, ils sont en deuil. C'est le moment le plus compliqué de leur vie, déjà d'enterrer leurs enfants. Ça doit être horrible. Donc, du coup, je peux pas leur refuser. Toi qui es papa, on en parlera plus tard, mais je peux pas leur refuser ça, en fait. Donc, du coup, j'arrive et je dis, y a pas de souci, je vais le faire. Et là, on rentre, et j'ai ce monsieur de 40 ans qui vient son premier jour, il me dit, moi, je peux pas. Je dis, comment ça, tu peux pas, mec? Et là, moi, je me retrouve un peu paniqué, je vais faire un truc tout seul. Je dis, non, il faut que tu viennes avec moi, quand même. Ouais, on se soutient, quoi. Je vais avoir besoin d'aide et tout. Et là, le mec, vraiment blanc. Et non, je peux pas rentrer. Impossible pour lui de rentrer. Donc là, je lui dis, écoute, va-t'en, quoi. Je vais le faire tout seul. Et du coup, j'habille cette petite fille, tout seul, pour la famille. Bon. Voilà. Et t'as réussi à le faire jusqu'au bout? J'ai réussi, ouais. C'était très compliqué. Après, j'ai l'avantage qu'en fait, moi, je peux me confier à ma femme. Je peux parler avec mon entourage parce qu'ils savent que le métier est très compliqué. Donc, je peux en parler. Mais je pense que
j'aurais peut-être dû me faire suivre si j'étais tout seul. Ah, c'est vrai? Ouais, parce que c'est pesant en fait. Et c'est des images que tu te repasses. Parce que c'est pas normal, tu vois, t'es en train de manipuler une petite fille de 3 ans qui est morte, et toi t'es là en train de manipuler, essayer de faire passer son bras dans la manche, lui soulever la tête, lui attacher le collier, lui mettre le petit serre-tête, lui mettre les chaussures. C'est des images qui sont Voilà, en fait, choquantes. les gens pourront te dire, ouais, mais tu aurais pu penser à une poupée en silicone. Non. Non, c'est mort, c'est pas un poupon. C'est une vraie personne, tu vois. Il est là la différence. C'est qu'elle a vécu et elle vit plus. Alors que ton poupon, tu lui mets un coup de pied, c'est bon, c'est pas une poupée, quoi. mais c'est une vraie là, personne. non, Ouais. tu peux pas manquer de respect. Et moi, c'était hors de question que je dise à la famille, non, je peux pas le faire. T'en remercies la famille, ouais. Ouais. C'était le plus beau merci de toute ma vie. Ouais, c'était vraiment la maman et le papa, ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont fait un câlin. C'est l'une des seules fois où j'ai eu la gorge nouée, le bide un peu serré. T'as failli Ouais. pleurer. Ouais. Les émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Elle est partie à cause de quoi? C'est un accident? Non, c'est cancer, maladie. Ah, putain. Ouais. C'est malheureux, mais il y en a énormément. Ah, tu en vois, toi, beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de mornay aussi. Des mornay, donc du coup, moi, je venais d'avoir ma fille et je rentre dans ma nouvelle entreprise. Et là, en une semaine, je fais 12 mornay. Donc, mornay, c'est mornay, en fait, c'est le bébé, il n'a pas. Voilà, il a eu des complications pendant la grossesse, il y a quelque chose qui a arrêté de fonctionner, décès mais obligé d'accoucher par voie basse. Donc c'est une femme qui accouche en fait en gros normalement, voilà, mais sauf que le bébé est décédé. Il est déjà mort. C'est double. C'est double peine. T'as pas la joie et t'as la douleur en plus de. Ouais. C'est ça. Et là, j'en avais fait 12. Là, tu parlais tout à l'heure d'une personne qui était décédée et retrouvée avec des chiens et des animaux de compagnie, etc. Ouais. Ça arrive souvent, les animaux de compagnie qui mangent le propriétaire. Alors, les animaux de compagnie qui mangent le propriétaire, non, mais des gens qui sont découvertes parce qu'ils sont seuls longtemps après, ça arrive vraiment très. Des gens âgés qui n'ont plus trop de liens sociaux et qui décèdent. C'est ça, ou même des personnes seules qui se suicident. T'as des personnes, généralement, après les fêtes, si la personne, est par exemple toute seule pour son anniversaire, qu'il n'y a personne qui l'appelle, qu'il n'y a personne, là, en fait, elle est dans un mauvais mood, et là, elle peut avoir plus de possibilités à se suicider. Mais vu qu'elle est déjà seule, il n'y a personne qui va les appeler. Donc, en fait, ils peuvent rester des mois et des mois après la mort. Tu as découvert, déjà, tu es allé sur, en tout cas, une découverte d'un corps qui était là depuis très longtemps, ça t'est arrivé? Ouais, je suis allé donc on m'appelle, la police nationale m'appelle, et me dit, donc on a une découverte de corps, donc on y va. Et là, pareil, tu sais pas? Je sais pas, en fait. Aucune info? En fait, nous, ils nous donnent juste l'adresse. Tu sais si c'est un corps, 2 corps, 3 corps, il y a un truc quand même pour y aller équipé pour ramener. Ça, ils nous le disent, parce que s'il y a 2, 3 corps, il faut prendre plusieurs véhicules. Donc ça, ils sont obligés de nous le dire. Il n'y a pas de corbillard à plusieurs? Si, tu as des corbillards à double caisson. D'accord. Donc tu peux en charger 2. Voilà, mais moi, je connais pas plus. Donc, On ira tout à l'heure, d'ailleurs, vous verrez, on vous mettra des images. On est allé au salon du funéraire, avec un agent funéraire aussi qui nous a fait visiter. Donc c'est toutes les nouvelles technologies, toutes les nouveautés, les cercueils un peu sur mesure. On peut choisir des cercueils même en carton aujourd'hui pour l'incinération, pour pas polluer. Il y a des cercueils en champignons. Vous verrez le champignon qui va manger le corps et vous êtes sur un tapis de mousse, etc. C'est notamment dans les pays nordiques qui font ça, ça pollue pas du tout. Ouais. Et ça permet d'avoir une disparition du corps très rapide et mangé par la nature, quoi, en gros. On verra aussi des bijoux. Il y a des marques de bijoux qui peuvent prendre une empreinte et comme ça vous avez une empreinte ou un tout petit morceau d'ADN à l'intérieur. On a l'impression d'avoir toujours une personne qu'on aime avec soi. Et il y a aussi une société qui fait alors ça c'est vachement bien parce que quand on a un décès, on n'a pas envie de gérer l'administratif. Ouais. Et en fait ils font tout ce qui est administratif. Vous les contactez et d'un coup ils s'occupent de tout. Et tout bête, mais ils effacent par exemple les profils Facebook pour pas que vous receviez. Oubliez pas l'anniversaire de papa. Et des trucs comme ça, avec Interflora, les trucs, ou les trucs de fleurs, c'est l'anniversaire de grand-mère alors qu'elle est partie. Et donc, du coup, ils font un effacement total, un effacement numérique de la personne décédée. Et donc, il y a plein de sociétés qui bossent pour essayer de rendre le truc le moins douloureux possible, même si ça est toujours douloureux. Voilà. Et alors, tu arrives sur quelqu'un qui était, donc, du coup, décédé depuis très longtemps. Très, très longtemps. Vraiment très, très longtemps. C'est quoi très, très longtemps? C'est très, très longtemps. C'est genre bien 4-5 ans, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc du coup, on arrive sur les lieux et là donc déjà pas d'électricité, l'appartement il est sans dessus-dessous, il y a de la merde jusqu'au plafond. En fait, la dame elle stockait. Ah c'était une dame là, ouais. Ouais. Et on arrive, donc elle nous dit c'est dans la chambre, donc on passe un peu par-dessus les objets. Je dis, putain, elle est où cette dame en fait?
Et en fait, je la trouve allongée donc sur son lit. Donc c'était Diogène, elle était syndrome de Diogène. Ouais, elle stockait. Je savais pas c'est comment ça, c'est ça syndrome de Diogène. On a fait un reportage dessus, on en parle. Apparemment, c'est assez courant en réalité. Courant. Les gens âgés, beaucoup. C'est très courant, mais pas forcément âgés. Hein. Nous, des fois, on va dans des appartements, c'est de l'enfer. La dernière fois, la semaine dernière, je suis allé chercher un monsieur, c'était une casse mécanique dans son appartement, quoi. T'avais des batteries, t'avais des chaînes, il avait stocké des boîtes de clés à pipe, des machins. Dans son lit, tu veux dire, même son lit. Jusque dans son lit. En fait, t'avais vraiment juste le passage, tu sais, comme les lapins, tu vois, qui vont au terrier, le petit. Pareil, en fait, t'as tout un passage dans la maison avec des trucs qui sont stockés. Ils en font rien, en plus. Des canettes vides. Non, ils font rien. Des boîtes de conserve, des ampoules qui marchent plus. Ils stockent. C'est un enfer. Ils jettent rien, en fait. C'est le principe, c'est de rien jeter. Voilà. Jamais, même ses propres excréments. Mais pour nous, ça va très loin. Parce qu'on n'a pas de place pour travailler, en fait. Et donc, tu retrouves pas la dame chez elle? Donc, je retrouve pas la dame, et en fait, donc je ressors, je dis, elle est où? Et en fait, il me dit, elle est sur le lit. Et en fait, elle était momifiée, parce qu'en fait, tous les draps et tout ça, ils avaient absorbé tout ce qui était les liquides. Comme un buvard. Voilà. Donc, en fait, elle s'est retrouvée, donc vraiment, momifiée, vraiment, de la tête aux pieds. Donc en fait, la tête, ça avait été rongé par les asticots, bien sûr, parce qu'elle avait rien sur la tête. Mais vraiment, tout ce qui était... c'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, c'est les mouches qui mangent tout, c'est ça? En fait, voilà, la décomposition, c'est sur plusieurs jours. Donc au départ, tu commences à changer de couleur. Après, tu commences à devenir un peu noir. Et après, tu as tout ce qui est asticots et mouches qui rentrent en jeu. Et la décomposition, elle commence vraiment à avancer. Mais non, généralement, une décomposition, nous, dans notre métier en tant que fossoyeur, on n'a pas le droit de faire de réduction de corps avant 5-7 ans. Qu'est-ce que c'est une réduction de corps? Alors, une réduction de corps, en fait, c'est quand tu rentres dans un caveau, parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, donc le fossoyeur, il ouvre le caveau, et il regarde normalement combien il y a de place dedans. Et parce que les gens, ils ne savent pas forcément s'il y a de la place ou pas. Parfois, c'est des caveaux, c'est un caveau familial. Ouais, voilà. Donc tu as 4 places. Tu peux avoir 4 places, mais les 4 places sont prises. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le mettre où? Donc là, le fossoyeur, il appelle et on dit à la famille, il faut réduire les corps. Et là, en fait, aux plaques, qu'on a les plaques cercueils, en fait, on peut déjà nous dire à la famille les personnes qu'on peut réduire. Parce que c'est après un certain nombre d'années? Voilà. En fait, nous, on évite de réduire les corps avant 5 ans. Parce qu'il reste encore quelques morceaux, comme on dit. Mais à partir de 7 ans, généralement, il n'y a quasiment plus rien. C'est du squelette à partir de 7 ans? C'est du squelette. Donc, du coup, en fait, tu prends les os, tu les mets dans une petite boîte, t'enlèves les bois du cercueil, parce qu'il faut la libérer, la place. Donc, tous les bois de cercueil qui sont un peu pourris, tu les enlèves du caveau, tu prends le squelette, tu le mets dans une petite boîte, et là, en fait, tu redescends et donc, t'as libéré une place. Tu libères une place, ouais. Voilà. Il y a encore les cheveux qui restent? Ouais, ça ne part jamais? Les cheveux, ça part... Moi, j'en ai toujours vu, comme les dents. Voilà. Mais après, les ongles, ça, non, j'en ai jamais retrouvé. Ça n'existe plus, il n'y a plus que des... Mais pareil, tu vois, le squelette qui tient tout droit comme ça, là, comme à Halloween, ça n'existe pas. Comment vous transportez une personne qui est momifiée? Est-ce que parfois, c'est plus compliqué à transporter? Non, c'est beaucoup plus léger. Parce que déjà, momifiée, en fait, elle est toute raide. Donc, du coup, en fait, t'as tout qui est soudé entre eux. Et donc, du coup, en fait, tu la prends et tu la mets dans ton... C'est plus facile. Ah ouais, c'est vachement plus facile et c'est plus léger. D'où l'expression, la peau sur les os, quoi. Et parfois, tu dois déplacer des corps qui s'abîment parce qu'ils sont entre les deux et du coup, c'est très compliqué? Je l'ai fait qu'une fois, en 10 ans. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon, enfin, dans là où je travaille, dans la région où je travaille, on appelle ça un dépotage. En fait, c'était une dame qu'on avait mis dans un caveau d'attente. Donc, cercueil hermétiquement fermé. Donc, c'est un cercueil en zinc qui est dans le cercueil. Cercueil en fer. Voilà, c'est un cercueil en fer qui est hermétiquement fermé. Pas qu'il y ait de liquide, en gros. Voilà, et il est soudé avec une soudure à froid. Et t'as un filtre et tout. C'est ce qu'on utilise pour faire les rapatriements. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui veut aller... Dans les avions, etc., voilà. par exemple. Ça, on utilise un zinc. Et là, en fait, donc du coup, on l'avait mis dans ce caveau d'attente. Et au moment où on a voulu le sortir, ça faisait à peu près 7 mois qu'elle était dedans. Et en fait, le cercueil s'était abîmé. Et donc, du coup, la famille a voulu qu'on change le cercueil. Mais quand on a enlevé le zinc, le hublot était tombé. Donc, ils voulaient qu'on change le zinc. Et là, j'ai eu une odeur, la pire odeur de toute ma vie de fossoyeur que j'ai eue. C'était un enfer. Parce qu'en fait, la dame, elle a baigné dans son jus, quoi. Elle baignait vraiment dans ses viscères. Et quand on a dû l'enlever, en fait, on a dû vraiment mettre les mains en dessous pour la soulever. Et là, c'est une odeur pestiférée où t'as tout le monde qui s'en va, quoi. C'est un enfer.
Et oui, en plus, le corps est pas en bon état. Donc... Voilà, et en fait, juste le dépotage, c'est tu prends le corps, puisqu'on l'a changé de cercueil pour pouvoir l'inhumer. Donc c'était juste ça. Mais il faut des attestations de la mairie, il faut des autorisations. Pardon, mais l'odeur. L'odeur. Par exemple, Je peux pas te le dire. le pote poissonnier qui est. Parfois, ils me disent c'est chiant, donc ils mettent des gros gants, des machins, mais ils me disent parfois ça reste comme dans les cheveux et tout. L'odeur du poisson, c'est. Non, mais c'est comme les mécaniciens, ils vont avoir du noir parfois. C'est ouais, certain... l'odeur reste dans tes habits. Ouais. Toi, tu l'as ça? Moi, je l'ai pas parce qu'il est sur moi. Mais quand je rentre chez moi et que des fois je restais avec le costume, ta femme te dit. Ma femme me disait, putain, va te bouffer quoi, ou enlève tes habits au garage. Putain. T'as une tenue à part pour les microbes et tout, parce qu'il doit y avoir des bactéries quand même. Ouais, en fait, nous déjà, moi quand j'y allais, on était habillés en costume. Donc là, dans la nouvelle entreprise où je suis, on a vraiment un habit spécifique où, vu qu'on en fait beaucoup, pour qu'on soit plus à l'aise. Mais sinon, ouais, pour les grosses décompositions où c'est bien dégueulasse, où il y a vraiment du sang de partout et tout ça, on met surchaussures, gants, masque, lunettes. Ouais, t'es protégé, quoi. T'es équipé, quoi. Mais un peu comme les médecins légistes, quand ils mettent les petits trucs, là. En combinaison blanche, les combinaisons blanches, voilà, exactement. Un jour, tu vas aller chercher un corps qui fait 160 kilos, le corps d'une personne décédée. Alors, déjà un poids mort, déjà, c'est très lourd. Ouais. On se rend pas compte, mais déjà, une personne de 40 kilos, c'est pas du tout comme à la muscu, tu vas soulever une barre, c'est pas du tout pareil. En fait, ça dépend du taux de rigidité. Plus c'est rigide, plus ça va être facile. Parce que le mec, en fait, il va être tendu, il va être crispé. Alors que si t'as un mec qui fait 40 kilos, qui est vraiment tout mou et tout lâche, là, c'est vraiment compliqué. C'est beaucoup plus lourd que ça n'y paraît. Ouais. C'est plus compliqué parce que t'as pas forcément de prise. Et comment ça s'est passé que ce corps de 160 kilos, pour qu'on comprenne un peu les anecdotes de ta vie, de ton métier? Alors, ce corps de 163 kilos, je partais, c'était l'un de mes premiers décomposés. Et en fait, on arrive dans une station balnéaire. Nous, on appelle ça le mouroir. Parce qu'en fait, tout l'hiver, il y a personne. Donc, en fait, les gens décèdent. Et après, t'as le stade de décomposition qui rentre en jeu. Ah, des gens seuls, tu veux dire? Ouais. Des retraités. Et là, c'était un décomposé, celui de 163 kilos. Et on était 4, du coup, pour le faire. Et au 3e étage, sans ascenseur. Et en fait, on arrive, donc, du coup, pour la petite anecdote, moi, c'était l'un de mes premiers. Et donc, on arrive, il y a les gendarmes. Et je les vois tous en bas. Je dis, qu'est-ce qu'ils font en bas? Et en fait, j'ai mes collègues qui avaient plus d'expérience que moi à ce moment-là. Et ils me regardent, ils me disent, ça pue. Comment ça pue? Qu'est-ce que tu me racontes, ça pue quoi? Il me dit, tu verras. Donc on descend, on prépare le matériel, mes collègues... Moi, je reste un peu à l'écart parce que je suis pas trop dans le truc, parce que ça faisait pas trop longtemps. Et on monte, du coup, avant de monter, et là, je sens une odeur, c'est pas commun. C'était pas commun, l'odeur, tu vois, que je sens. Putain, c'est vrai que ça... Pas l'habitude de... Ça pue, quoi. On s'y habitue pas, d'ailleurs, à cette odeur, jamais. Non. Moi, ça fait 10 ans et jamais je m'y suis habitué. T'as toujours des hauts le cœur. Ah ouais. Et moi, l'ancien avec qui j'avais fait ma première... Que tu as remplacé, tu veux dire? Ouais, voilà, qui m'a tout appris. Il m'a toujours dit, si tu vomis, tu vomiras tout le temps. Donc la première fois, j'avais failli vomir et je m'étais retenu. Mais j'étais sorti au moins 4 ou 5 fois avant de pouvoir y retourner. Et donc du coup, cette anecdote, autant qu'on arrive... Donc là, je dis, ça pue, tu vois. Et on arrive devant la porte et là, mes collègues, ils ouvrent la porte, je me prends une bouffée d'odeur et je suis... Une effluve. Ah ouais, là, et là, je commence à avoir vraiment des relents. Et en fait, c'était vraiment le premier cadavre décomposé que j'avais avec des asticots, vraiment un truc dégueulasse, quoi. Et là, en fait, tu rentres et tu te dis, putain, il faut que je touche ça, alors que t'as les mouches qui sont là, sur ta tronche. Tu te dis, putain, il va falloir que je touche ça. Et là, tu te dis, comment on va faire? En plus, avec les liquides, tu glisses. T'as les asticots, ça croustille quand tu marches. C'est vraiment sale, tu vois. Et là, je vois mes potes, ils commencent à le manipuler. Et en fait, plus tu manipules le corps en putréfaction, plus ça sent. Et là, et des hauts le cœur, même avec les masques et tout. En fait, j'avais mal foutu mon masque. Et, tu mets pas un truc dans le masque pour les odeurs? Non, en fait, les anciens, ils mettaient du Vic. Tu vois, ils mettaient des petits trucs, des petites techniques. Des trucs pour le rhume, ouais. Voilà, je mettais des trucs à la menthe très forts. Des petites techniques. Et en fait, là, nous, on a l'avantage que maintenant, on a des gros masques où c'est vraiment bien filtré et tu sens vraiment aucune odeur. Mais ça, moi, quand je suis rentré il y a 10 ans, je l'avais pas dans l'entreprise. Et vous avez réussi à le descendre? Et on l'a descendu, ouais. On a appelé des collègues, justement, pour qu'ils viennent nous aider. Parce qu'à 4, c'était pas... En fait, si, justement, nous, à la base, on était partis à 2. Parce que tu pars toujours à 2 sur une intervention. Et en fait, on l'a mis dans la housse, mais on a vu qu'on n'y arrivait pas, quoi. Donc on a appelé des collègues, on a attendu que les collègues arrivent et on l'a descendu à 4.
Parce que les gendarmes ne t'aident pas. Ah, c'est vrai? Ouais, non. Même ce qu'ils leur demandent, les gars. Ouais, il y en a qui vont le faire. C'est comme des pompiers, tu vois, ils attendent un peu pour voir si on a besoin d'un coup de main. Mais il y a des gendarmes, non, chacun son métier. Tu vas utiliser un corbillard pour le transport. Donc, Ouais. le corbillard, c'est une voiture dans laquelle on... Ben, c'est le seul véhicule où tu peux transporter des personnes décédées en toute légalité, quoi. Et il y a des vitres à l'arrière noires, on voit pas les cercueils. Je crois que c'est la loi, en fait. Alors, en fait, t'as le cercueil, il est dessous les vitres, il est dans un caisson. Donc, en fait, les vitres que tu vois, tu vas voir juste les fleurs, généralement. En fait, sous les fleurs. C'est interdit d'avoir un cercueil apparent sur les routes. Voilà. Pour pas que je pense le regard voilà, c'est là et puis qu'il y ait un accident. C'est exactement ça. C'est pour ça que toutes les limousines qu'il y a, ils ont généralement les vitres teintées. Combien ça coûte un corbillard? Alors, un corbillard, généralement, je pense que c'est dans les 90 000 euros. Mais tu parlais des limousines au salon du funéraire. L'entreprise où je travaille en a acheté une il y a pas longtemps, là. Et ça coûte 185 000 euros. 185 000 euros. Ouais. Eh ben, on est allé justement au salon du funéraire. Vous allez voir, comme ça, tu vas pouvoir voir aussi. Ouais. On a pu filmer donc des corbillards, les corbillards Mercedes, électriques même. Il y en a maintenant. Ouais, c'est sûr. Il y en a des plus ou moins luxe après, à différents prix, comme des voitures finalement. Vous allez voir les nouvelles technologies qu'on a pu voir aussi là-bas, et notamment donc les sociétés qui font des bijoux, et qui permettent de garder un souvenir sur soi. Les différents types de cercueils qui existent, les cercueils champignons aussi. Regardez. Donc là, on est devant un corbillard Mercedes qui a été réadapté, qui est très très long. Regardez, il y a 5 places. Et à l'arrière, évidemment, la place pour le cercueil. Mais il est profilé. Il y a les versions électriques qui est à côté, les versions diesel. Et comment ils refont? C'est Mercedes qui fait ça directement ou c'est les sociétés qui réadaptent? Non, ils partent sur un châssis Mercedes. Ils font carrosser souvent en Italie. Et après, ils font toute la peinture pour pouvoir l'aménagement. Et ensuite, l'homologation pour qu'on ait le droit de les utiliser. D'accord. Là, il y a 5 places parce que souvent, on est 5 personnes pour pouvoir porter les cercueils. Et puis la dimension, la longueur s'explique pour pouvoir mettre le cercueil. Ça, c'est des trucs, ça coûte beaucoup plus cher qu'un corbillard classique, par exemple? Ouais. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher parce que le carrossage a un prix important. L'homologation aussi, elle n'est pas facile, donc il y a beaucoup d'exigences au niveau réglementaire. Et effectivement, c'est des budgets de 150 000, 200 000 euros sur des véhicules comme ça. Donc là, on est derrière un véhicule pareil de luxe, un corbillard de luxe au salon du funéraire, sauf que celui-là, il est électrique. Et donc, on n'a pas le droit d'avoir accès en tant que conducteur au cercueil à l'arrière pour des raisons d'hygiène, tu m'expliquais. Il y a toujours une séparation entre le cercueil et les personnes pendant le transport. Et donc, les portières servent à quoi à l'arrière alors? Alors c'est une fausse portière. Regardez. Et donc quand on ouvre la portière, il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'on ne peut pas être en contact direct avec le cercueil quand on est au poste de conduite. On est au salon du funéraire toujours avec Olivier. Olivier qui est là, qui fait des cercueils, donc bleus, là on voit, Tout à fait. et qui ont une particularité. Absolument. La particularité, comment dire, c'est que la finition est une finition chromique. Donc l'idée est naturellement que la famille... Regardez bien l'image, regardez bien l'image proche. Lors d'un dernier hommage, vient imposer sa main sur le cercueil, et avec la chaleur humaine, comment dire, on vient laisser un dernier geste qui va s'effacer quelques secondes après, et ça va naturellement permettre à toute la famille de venir laisser une empreinte avec le défunt. Et donc si tu mets ta main longtemps, ça va rester plus longtemps. Plus on va la laisser longtemps, et puis tout dépend de la chaleur, comment dire, naturellement corporelle de chacun. Effectivement, on n'a pas tous la même température. Oui, effectivement. Vous voyez, moi, Incroyable. Ça permet de laisser une petite marque. ça permet de laisser une petite marque, une petite attention, comment dire, qui partira avec le défunt. Il existe des cercueils aussi. Alors ça, c'est nouveau. C'est néerlandais, ça vient d'Hollande. C'est les Pays-Bas qui font ça, ouais. C'est des cercueils en mycélium, donc des champignons qui vont permettre un retour à la terre beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide. C'est des champignons. C'est vrai que ça a une petite odeur de champignons. Ça sent le champignon. À l'intérieur, il y a de l'herbe. Et c'est très biodégradable. C'est-à-dire que tu peux mettre un arbre dessus, même à côté. C'est en forêt. Voilà, c'est très écologique. Complètement. Il faut savoir que quand tu fais une inhumation classique, tu pollues à peu près 2 à 3 ans de ta vie. Là, avec ça, tu réduis, sauf si tu as des soins de thanatos, sauf si tu utilises des matières. Les habits du défunt, par exemple, peuvent avoir un impact. Là, tu es sur un capiton naturel. C'est un lit de mousse qui est dessus. Et tu es sur un cercueil biodégradable. On le voit déjà qu'il est en train de se dégrader. Et on va pouvoir vraiment rendre hommage. Eux, ils ont des autorisations de pouvoir enterrer en nature. Tu sais, pouvoir faire un enterrement dans une forêt, comme ça se fait en Allemagne ou dans d'autres endroits. Et petit à petit, ça vient en France aussi. Là, on voit le matériau typiquement. Donc c'est très doux. C'est très très doux pour le coup. Et en fait, à l'intérieur, vous allez avoir en fait des petits copeaux de bois, des petits morceaux de bois. Et à l'extérieur, des champignons donc, qui vont manger ce bois très rapidement. Et manger le défunt aussi. C'est ce qui va accélérer justement Ça va le processus, accélérer. bien sûr. Parce que si on reste dans un cercueil classique, ça prend beaucoup plus de temps que dans un cercueil écologique où toutes les bactéries vont s'activer.
Et c'est vrai que les Pays-Bas, ils sont vachement en avance sur cette partie écologique, ce retour à la nature, que nous, en France, réglementairement parlant, on ne pourrait pas l'imaginer aujourd'hui. Au salon du funéraire, on a aussi trouvé un cercueil en carton. Je ne savais pas que ça existait. À quoi ça sert un cercueil en carton? Pourquoi Alors du encore une fois, pour la crémation, c'est des matériaux qui vont être recyclés. On est sur des cols de maïs, des cols en amidon. On va être sur quelque chose de léger. C'est écologique, quoi. C'est plus écologique. Pour la crémation, ça se fait beaucoup dans les autres pays. On a On un peut bac voir à l'intérieur. étanche pour tous les fluides, c'est ce qu'on appelle la cuvette d'étanchéité. Et encore une fois, on va pouvoir personnaliser justement le fait que ce soit du craft. On va pouvoir écrire dessus, on va pouvoir coller des photos. On peut mettre par exemple des coquelicots comme il y a à l'image à côté. Ils sont complètement personnalisables et c'est vrai que ça correspond aux nouveaux usages aujourd'hui, d'avoir des choses simples pour pouvoir faire un enterrement pour la crémation. On est sur un stand un peu particulier avec Louison, donc au salon du funéraire, pour une boîte qui s'appelle Memoria. Vous faites pas des tombes classiques, Voilà. des monuments. On fait pas des tombes classiques, on fait des tombes pour les animaux de compagnie. Donc ce sont à la fois des monuments pour des sépultures, pour les cimetières animaliers ou les particuliers. Et on peut le mettre dans son jardin. On peut le mettre dans son jardin parce qu'en fait tous les produits qu'il y a ici, ça permet de mettre les urnes de l'animal dans un endroit qui va être hermétique et protégé des intempéries, etc. Attends, on a le droit d'enterrer son animal dans son jardin? Alors la législation, elle est un peu floue. Donc par précaution, nous on dit à personne de le faire. C'est pour ça que dans tous les produits, on peut mettre différentes urnes, on a différentes tailles pour différents besoins. Voilà. D'accord. Donc il existe des monuments funéraires maintenant pour les animaux de compagnie. On est avec Charlotte qui présente cet objet. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un catafalque, c'est le meuble sur lequel repose le cercueil dans les salles de cérémonie. Et l'idée c'est de proposer de nouveaux rituels autour de symboles universels, notamment de l'eau, de la flamme. Et lors du geste d'hommage, les familles viennent déposer donc des bougies qui s'allument au contact de l'eau. Et lorsque tout le monde a déposé ces objets d'hommage qui viennent de part et d'autre du défunt, le cercueil descend progressivement dans le catafalque, 2 portes se referment et ça marque la fin de la cérémonie. Ça c'est pour d'autres rituels quand on va pas à l'église, etc. Exactement, c'est vraiment des rituels civils. Au salon du funéraire, on a aussi trouvé une marque qui fait des bijoux avec l'empreinte digitale du défunt pour garder sur soi une trace de quelqu'un qu'on aime. Donc par exemple, il y a des colliers ici avec l'empreinte complète. On peut avoir des chevalières, on a dessus, ou directement des bagues. Et il y a même des bracelets qui existent, ça s'appelle les empreintes. Et en plus, c'est fait en France. On est au salon funéraire avec Teddy qui a monté une société qui s'appelle tranquillité.fr. Et quand on perd quelqu'un, on n'a pas envie de s'occuper de ses papiers. C'est ce que vous faites, vous? Exactement. On a créé tranquillité.fr, qui est une solution digitale qui permet vraiment de finaliser l'ensemble de ces démarches après le décès d'un proche en 30 minutes, de finaliser les démarches vis-à-vis des organismes et de récupérer les aides financières et sociales auxquelles on a droit suite à un décès. Vous faites aussi tout ce qui est arrêt d'abonnement, par exemple, quand un défunt, quand quelqu'un part, il a un abonnement de téléphone, un abonnement Internet, un abonnement pour l'eau, pour l'électricité. Vous arrêtez tout ça? Vous occupez? On met à jour effectivement les abonnements, on résilie, on Vous faites modifie, tout, quoi. on transfère, on s'occupe vraiment de tout. Et on va aussi récupérer tous les capitaux financiers inconnus de la famille sur les assurances vie, les contrats bancaires, les obsèques pour la famille, 100% sans commission. Ça permet de ne pas avoir ça à gérer en Avec plus. cette charge mentale en moins dans ces moments qui sont assez difficiles. Bravo. Merci. Voilà, comme ça, vous avez pu voir un peu des images de comment ça se passe. On connaît le salon de l'auto, on connaît ça, Ouais. mais le salon du funéraire existe aussi. C'est ça. On a voulu vous montrer un peu tout ce qui pouvait exister, tout ce qu'on pouvait trouver. Comme ça, quand on rentre dans un sujet, c'est un peu le principe. On donne un peu Il de faut temps. savoir quoi tu parles, quoi. C'est exactement. Comme ça, à la fin d'une émission, quand vous avez un sujet, vous connaissez un peu mieux le milieu dont on parle. Ouais. Toi, un jour, alors c'est fou, tu t'es retrouvé sur une scène de crime sans le savoir. C'est-à-dire Ouais. que tu pensais, et la police pensait que c'était un suicide, et tu vas Totalement. voir qu'en fait, c'était pas Totalement. seulement un Et suicide. ça c'était m'a pas un suicide même, du tout. j'ai même eu presque eu des problèmes à cause de ça. Hein. Là, c'était un enfer. T'as eu des problèmes à la découverte d'un meurtre. Ouais. En fait, si tu préfères, j'arrive, donc réquisition de gendarmerie, on nous appelle. Je pars sur les lieux avec mon corbillard, machin, et ça. Et je dis, bon, qu'est-ce qu'on a? Et ils me disent, c'est un suicide. Pour moi, basique. Je rentre, machin, et je vois donc la personne est face contre terre. Un suicide comment? Ils te Un disent. suicide par strangulation. Parce qu'il avait des marques au cou. En Mais fait. donc, il s'est pendu. Mais à la base, il s'est pendu. D'accord. Mais il y a la Ils sont corde et pas- tout, toujours ou... Ouais. Mais qu'on imagine. Voilà. À la base, normalement, il part sur ça. Donc, ça, je rentre,
Et moi, je dis, bon, suicide, ok, pas de souci. Donc, je vais chercher ma housse, je vais chercher mon brancard. Je fais mon petit train-train, quoi. Vraiment, mon truc, tranquille. Et là, j'arrive. Et donc, moi, il est face contre terre. Donc, moi, pour le mettre dans la housse, généralement, on le met toujours le nez vers le haut, comme on dit. Donc, moi, je le tourne. Et là, je dis, ah ouais, putain, il s'est pas loupé. Il s'est mis une belle balle dans le cœur. Et là, j'ai le gendarme, il se retourne, il me dit, pardon. Je dis, ben ouais, il a un beau trou dans la poitrine au niveau du cœur. Il s'est pas loupé pour se suicider. Est-ce qu'il n'avait pas retourné, les policiers? Non, parce qu'il n'avait pas retourné. Eux, ils touchent pas le corps. Et les médecins légistes, t'avais pas vu? Ben, en fait, les médecins, il y a des médecins, ils bâclent un peu le travail. Moi, je veux le dire. Mais en fait, du moment qu'ils ont ils mettent le thermomètre dans l'anus, ils prennent la température. Et après, voilà, ils te disent juste, voilà, il est mort. Vers 15 heures. Vers la date du décès, par rapport à la température du corps et tout ça. Et après, ils s'en vont. Ils regardent pas plus, ils se disent, tiens, suicide, ça a l'air Ils d'être un... remplissent le certificat, mais il y a des... Putain, il y avoir des meurtres qui passent à la trappe. Il y a des trucs, moi, sur les certificats de décès, quand on me coche, non, pas besoin d'obstacle médico-légal, moi, personnellement, j'en aurais mis un. Après, ils font leur métier, moi, j'ai rien à dire, Ouais, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, j'arrive, je retourne le corps, et je dis ça. Et là, le gendarme, il se retourne, il me dit, comment? Je dis, ben ouais, il s'est mis une belle balle dans le cœur, il s'est pas loupé, le monsieur. Ah non, on n'est pas parti sur ça, machin. Et là, je vois tous les gendarmes qui sont autour qui commencent un peu trop à s'exciter. À paniquer, à se dire merde, il y a un problème. Et là, j'entends crier dehors, en plus, t'as touché le cœur, moi, j'ai touché le corps. Bon, après, j'ai les gants. Mais le problème, c'est que si j'avais vu que c'était un truc basique, j'ai pas mis de Charlotte, j'ai rien mis. Donc, les poils, les cheveux. L'ADN, quoi. L'ADN. Tu es en train de laisser ton ADN sur quelqu'un qui s'est fait tuer. Et j'ai mes marques ma pointure de chaussure, ma marque de chaussure, qui marche, qui patoche. En fait, tu abîmes la scène de crime. Voilà. Sans le savoir. Donc en fait, je la détruis, la scène de crime, sans le savoir. Donc là, ils s'excitent tous. Et là, ils me disent, ne bougez plus et ne touchez plus à rien. Je dis, bah ouais, mais bon, je fais quoi? Il me dit, bah restez là, ne bougez pas, on attend. Mais t'es où, là? Et là, moi, le corps, il est entre mes jambes. Ah, tu t'es obligé de rester sur le monsieur? Et ouais, pendant 45 minutes, que toutes l'OPJ, les machins, les trucs comme ça, ils viennent, et ils commencent à mettre les petites marques à jaune, là, pour voir les indices. Et en fait, donc du coup, moi, je suis debout, avec le corps au milieu de moi, pendant 45 minutes, à pas bouger. Et t'as plus le droit de bouger. Et t'as plus le droit de bouger, parce que si tu bouges, eh ben, c'était un enfer. Donc de là, la réquisition, elle a duré presque 4 heures, quoi. Donc du moment où j'arrive et que je suis reparti, et là, tout le monde prend des photos de toi. Tout le monde prend des photos, machin, nani, nana. Et donc, déjà, on ne trouvait pas l'arme du crime. L'arme qui avait mis la balle, ben, il ne l'avait pas. Donc, il partait pas du tout sur un suicide. Ah, c'était plus un suicide. Si c'est suicidé, le mec, il y aurait l'arme par terre. Il y aurait l'arme par terre, alors que là, il n'y était pas du tout. Donc, du coup, on part sur ça, donc j'attends. Et donc, du coup, on me prend mon identité, mais qu'est-ce que je faisais là, machin, et on me rappelle le lendemain. Enfin, non. T'es convoqué? On vient me chercher à mon boulot, et on m'a dit, il faut que vous venez à la brigade. Putain, là, tu te dis, merde, je vais être accusé de meurtre. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est? J'ai encore des problèmes, quoi. Donc, je vais là-bas, et là, on me dit, vraiment, je m'assois, et là, on m'interroge, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et pourquoi vous étiez là-bas? Je dis, mais attendez, mais vous rigolez ou quoi? J'ai dit, c'est vos collègues qui m'ont appelé pour que je vienne faire mon travail. C'est moi qui dis à vos collègues qu'il y avait une balle. Oui, mais comment vous savez qu'il y avait une balle? Je dis, ben, parce que j'ai retourné le corps, j'ai vu qu'il y avait une balle. Ah ouais? Mais vous savez pas avant. Et c'est parti dans des ampleurs. Je suis resté toute la journée à la Tu t'es pas énervé? Ben, moi, je leur ai dit, vous vous foutez de ma gueule, en fait. Ouais. J'ai dit, à un moment donné, moi, je viens, vous m'appelez pour faire mon travail. Vous l'aviez pas vu? En fait, c'est vous qui l'avez pas vu parce que la balle, elle est pas ressortie, donc il n'y avait pas le trou dans le dos. Enfin, les médecins légistes, on peut. Voilà. Donc, et là, vous me dites ça. J'ai dit, moi, vous savez que vous êtes en train de me faire prêtre une journée de travail, là, où je suis pas payé? Machin. Et donc, du coup, ben, ça se finit qu'au final, ben, voilà, il s'avérait que donc, c'était bien un meurtre? C'était bien un meurtre, ouais. Putain, incroyable. Ils ont arrêté le tueur? Ah, ça, je sais pas. Après, moi, j'ai pas la suite. Moi, je sais que, voilà, ils font leur travail après. Moi, j'ai fait le mien. Et ils font leur job. Et parce que tu suis pas parfois les affaires, ils te donnent pas d'informations. Tiens, tu sais, le corps que t'as retrouvé. On va dire, c'est un peu comme le secret médical. Tu vois, ils peuvent pas te dire, ouais, on est parti sur ça, on a eu ça, c'était un tel, c'était ci, il a fait mi. Voilà, ils peuvent pas. Non, mais c'est le secret, quoi. Ouais, c'est le secret pour faire. Comme toi, tu vas aller déposer une plainte, ils vont non, pas mais dire. Ils peuvent pas dire, bien sûr, bien sûr. C'est comme le secret médical. Tu disais que tu avais beaucoup d'affaires de suicide tout à l'heure, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement ému ou touché, où tu t'es dit... Ouais. C'était pareil, une jeune, une petite de 13 ans qui s'est suicidée. Et là, on nous dit, bon, c'est une adolescente qui a mis fin à ses jours.
Donc on y va. Et en fait, il s'avérait par la suite qu'on a appris que c'était de l'harcèlement à l'école. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent fin à leur jour par rapport à l'école, au harcèlement. Donc il s'avère que donc le gendarme nous explique que c'est le père qui a retrouvé sa fille pendue à la pergola de la voiture. À la pergola de De la voiture. Ah en oui, fait, mais tu ça sais, veut c'est dire- les petits préaux pour les voitures. Et en fait, elle s'était un pendue là. carport, ouais, un carport. Voilà. Elle s'était pendue là. Et là, nous, on l'a pas décrochée. Parce que, bien sûr, il y a les pompiers qui sont arrivés, qui ont essayé de la réanimer, tout ça. Mais ouais, c'est un truc qui ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je trouve ça quand même fou d'en arriver là Que du harcèlement scolaire, aussi ouais. jeune pour du harcèlement à l'école, quoi. T'as vu aussi un couple un jour se suicider ensemble. Ouais, C'est-à-dire que parfois, il y en Ça, a qui se c'était- suicident à deux. ça, c'était beau, ça. Ça, C'était beau. Ouais, t'as trouvé ça. Non, mais Et tu peux. je trouve le geste, en fait, de la personne. C'était des personnes très âgées. Ouais, c'était des personnes âgées. Oui, ils étaient très âgés parce que, plus de 80 ans. Et en fait, donc, c'est les gendarmes, encore une fois, qui nous appellent et qui nous disent venez à 2 Corbières parce qu'on a 2 corps. Donc, on dit bon, scène de crime ou scène de ménage. Scène de ménage, ils se sont entretués. Le truc assez courant. Ah bon? Ouais. Ouais. Non, on n'a pas la même C'est vie, mo- parce que C'est vraiment. moche à dire, mais parce que, c'est. Il y en a qui sont entretués des coups. Ouais, il y en a qui sont Et les deux entretués. meurent à la fin? Parce Ouais, qu'ils se il y en mettent a- des coups de je sais Ouais, pas c'est quoi. ça. Et au final, l'autre, il sait qu'il a fait de la merde et il se met une balle, quoi. Ouais. Donc, du coup, pour en revenir, on arrive donc là, Pas les mêmes journées. sur cette intervention, Mhm. et on voit 2 personnes âgées allongées sur le lit, déjà tout habillées. Donc très propres. Ils avaient mis une bâche sur leur lit pour pas salir les draps, parce que voilà, si on les découvrait plus tard ou quoi. Et Ils avaient été précautionneux. en Ouais, plus. ils avaient vraiment tout fait, mais pour pas que nous on galère déjà. Comme s'ils savaient. J'ai pensé à vous. Ouais, comme s'ils savaient que la vie qu'on menait, qu'on galérait. Et au final, donc, il s'habille, lui il était en costume, elle était en très belle robe et tout ça. Et donc on rentre, ils avaient une bâche. Et là, Sur leur lit? ouais, sur leur lit pour éviter d'abîmer Salir les draps. de salir les draps, d'abîmer le sommier, d'abîmer par terre. Ils avaient mis, tu sais, les grosses bâches que tu mets au sol, quoi, étanches. Et en fait, avec une lettre sur la table, en expliquant aux enfants, les petits-enfants, pourquoi ils avaient fait ça. Voilà, parce Et qu'en fait, pourquoi il s'avérait que la mamie était en fin de vie et que le papy, il ne pouvait pas vivre sans elle. Il se voyait pas vivre sans elle, il pouvait pas vivre sans elle. Donc, il préférait mettre fin à ses Partir jours avec sa femme. Voilà, parce qu'il avait connu qu'elle et que. Voilà. Mais il avait tout expliqué. C'est limite romantique. Hein. Ouais, mais c'est beau. C'est beau, comme quoi on n'a pas que des trucs dégueulasses dans notre métier. Non. Et ça, c'est. Parce que tu restes un humain, même si tu es professionnel et machin, et tu as des sentiments, comme les militaires qu'on reçoit, qui font des choses parfois très dures. Parfois, tu es ému sur ce genre de truc. Tu arrives et tu te dis, tu sais, ça te marque. Ouais, ça me marque parce que c'était l'une des seules fois où j'ai fait un doublon comme ça et que, et 10 ans après, ça me marque, j'en parle encore. C'est incroyable. Donc voilà. Et eux, ils ont pris des cachets, ils se sont. Non, comment en fait, ils se sont. Je crois que c'était de l'azote avec l'oxygène. Ils ont allumé le gaz. Ouais. En fait, la dame était sous respirateur. Et donc, du coup, en fait, ils se sont suicidés comme ça avec le gaz. Avec du gaz. Bon. Tu en parles à ta femme quand tu rentres le soir? Tu te sens en couple. alors- Tu disais que heureusement qu'elle était là au début. Ouais, alors je lui en parle, mais en fait, c'est même pas moi qui vais en parler, c'est elle qui va m'en parler parce qu'elle elle le voit sur ma tête si Ça j'ai va passé pas. une bonne journée ou pas. Et généralement, quand je rentre et que je vais vers ma fille et que je lui fais un gros câlin, elle sait que j'ai vraiment passé une journée de merde et que j'ai enterré des enfants, quoi. Ah oui, t'as Ouais. besoin de. Ouais. En fait, je rentre et je me dis, putain, la chance que j'ai de rentrer chez moi et de la voir, alors que aujourd'hui, la journée, Des gens ont plus les cette gens n'ont chance-là. pas cette chance, n'ont plus ouais. de chance. Voilà. Donc c'est pour ça, ouais. Et là, elle sait que j'ai pas passé une bonne journée. Et t'évites de lui donner des détails? Ouais. Parce que déjà, elle, il faut savoir que c'est bête, mais elle avait horreur de la mort. Il fallait même pas lui en parler, quoi. Putain, et se met en couple Ouais, ouais, tout avec un nickel. fauteuil, Tout va bien, un je genre, pense un qu'elle genre aussi, elle a un funéraire. problème. C'est quoi ta femme dans la vie? Et ma femme, elle est mère au foyer. Mais en fait, Ouais. tu as un enfant? J'ai qu'une petite fille, ouais. D'accord. J'ai qu'une petite fille. De quel âge? 2 ans. 2 ans. Ouais. C'est incroyable. Hein. C'est ça. C'est un regain de vie, ça rebooste ton énergie, quoi. Quand tu rentres, t'es un peu raplapla. Tu vois, cette petite boule d'énergie, ça te donne le sourire. Comment tu l'as appelée? Elle Lissana. Lissana. Ouais.
Tu bosses tout le temps, c'est-à-dire que tu peux être appelé un peu comme un pompier, Ouais. quand tu disais des réquisitions, c'est-à-dire que malheureusement, s'il y a quelqu'un qui décède un jour de fête, Exactement ça, ouais. est-ce que tu as déjà été appelé, par exemple, tu es en plein repas de Noël et tu dois partir travailler Ouais. sur un truc sordide? Ouais, c'était la première année où je travaillais en plus. Parce que la première année, ils mettent les nouveaux les jours de fête. Je pense qu'en fait, on doit être un peu les souffres-douleurs Les nouveaux, du quoi. travail, ouais. Et en fait, donc c'est la première année où je bosse, donc je fais mon premier Noël. Bien sûr, je suis le nouveau, donc je fais Noël de garde. Et en fait, moi, dans mon ancienne entreprise, on avait entre 15 jours, enfin une semaine et 15 jours d'astreinte dans le mois. Donc en fait, pendant ces 15 jours, c'est une semaine, on va partir du lundi jusqu'au lundi matin à 8h. Et en fait, tu dois être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Putain. Donc, Dès en qu'il y a fait, un appel, t'as pas le choix. ton téléphone, il sonne, allô, pam, tu vas. Donc tu peux pas partir loin, etc. Tu ne peux pas partir loin, Boire, tu peux pas boire, boire un coup, ouais. tu peux pas, t'es en soirée, tu peux le faire, mais ton téléphone, tu le restes dans la main et t'es là, donc tu profites Ouais, pas de ta tu soirée, regardes. donc tu vas pas. Le restaurant, tu peux pas y aller non plus. Le cinéma, tu peux pas y aller. En fait, c'est vraiment chez toi, même à la piscine. Tu peux pas aller à la piscine chez toi parce que Tu poses le téléphone. tu poses le téléphone, on t'appelle, le temps que tu te sèches, que tu machines, que Est-ce que tu as déjà eu une mort d'un accident domestique? Parfois, ça peut être juste trébucher, ça peut être, tu vois, Ouais. un truc tout simple, quoi. Bon, après, moi, c'était une personne âgée. Pareil, c'est tout le temps la même chose. C'est la gendarmerie ou la police qui t'appelle. Et là, tu pars sur une intervention. Et en fait, donc c'était déjà dans une maison reculée, qui est vraiment dans la campagne. Et on arrive, donc on me parle un peu. Et donc les gendarmes ils nous disent, venez, c'est là-bas, on y va. Et là, on voit un monsieur. Sa position était un peu bizarre. Et de loin, donc on fait le tour de la piscine. Et en fait, il s'avérait que le monsieur, il était en train de couper du bois. Il avait retourné sa hache côté tranchant vers le haut. Et en fait, il s'est retourné. Et en partant, il a glissé. Et en fait, il s'est fendu le crâne en deux. Donc, il est tombé sur la hache. Et là, il est mort. Donc, accident bête. Il est Et tombé, il s'est tombé, auto-haché, Ouais, il s'est tué. auto-fondu le crâne. Ouais. Ouais, vraiment, ça tient à Mais rien à la vie. ça tient à rien. Tu sais, en parlant d'accidents domestiques, t'as des gens des enfants qui meurent noyés. Mais tu sais que tu meurs dans 20 cm d'eau en 30 secondes. Toi, tu l'as vu, ça? Moi, je l'ai ramassé des enfants, enfin, qui ont, voilà, accident domestique, la piscine. Les gens n'ont pas, ils étaient en train de faire l'apéro. Les enfants, bah oui, allez vous baigner, il n'y a pas de souci, personne surveille. Ah ben là, tu te retrouves, t'as ton petit corps qui flotte. Et ça, nous, après, ouais, on va les chercher. Ouais, bien sûr, il y a les pompiers qui essayent la réanimation et tout. Quand c'est mort, c'est mort. Les pompiers, après, une fois qu'il y a décès, les pompiers s'en occupent plus. Même que ce soit un accident de la route. Ah ouais. Ouais. Parfois, tu vois des moments privés, parce que je me dis, des gens doivent décéder dans des moments privés, intimes. Ça peut être les toilettes, ça peut être des trucs entre Ouais. couples. Ben, il faut savoir que beaucoup de personnes vivent nues chez eux. Donc, en fait, ils sont tout seuls chez eux, donc ils vivent nus. Et j'ai une mort que, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est une mort qui m'a, moi, marqué. En fait, c'était une personne qui était en train de se masturber sur son canapé. Et il a fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque et il est mort comme ça. Donc, moi, je suis allé le chercher, posé comme ça, à poil, avec la main. Ouais, en train de se faire son... Voilà. Enfin, il a fait peut-être trop de bien, je sais pas. Attends, et est-ce que là, je crois qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'accidents, d'AVC, parce que le cœur bat un peu plus vite, etc. Donc si les gens sont âgés, c'est un monsieur âgé? Pas spécialement. Hein. Même pas? Pas spécialement. Hein. Mais ouais, c'était... C'est-à-dire que vous prenez un risque, attention les gars. À chaque fois, c'est une mort bizarre. À chaque fois, c'est un risque. Pensez à nous. Vous rigolez dans ton métier pour dédramatiser un peu, pour essayer de... Quand vous sortez, là, c'est quand même chaud ce que vous voyez. Ben, t'es obligé de rigoler. Si tu rigoles pas avec tout ce qu'on voit, tu tiens fou, c'est nous qu'on se met une balle dans la tête. Ouais. Tout simplement. Et après, en fait, le truc, c'est que vu qu'on est dans le milieu où on voit toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu voient les mêmes choses, ben voilà, on peut en parler. Tu vois, on peut en parler même nous au réfectoire. Ah, ben je suis allé chercher un mec comme ça, alors que t'es en train de manger. Ah, le mec, il s'est fait péter la tête. Moi, il y avait des asticots. Moi, il est mort comme ça. Ça nous gêne pas, en fait. C'est vraiment une ambiance bizarre. Mais on a besoin de cette ambiance pour, on va dire, évacuer. Et ouais, on rigole. Faut pas être une cocotte minute, il faut sortir un peu de... Ouais, et on rigole beaucoup. Sortir un peu la pression, quoi. Ouais, pour évacuer. C'est quoi la mort qui t'a le plus choqué, toi, personnellement? Alors, moi, la mort qui m'a le plus choqué... Au-delà des enfants et tout, tu disais que c'était un vrai traumatisme. Après, les enfants, c'est vraiment un monde à part. Mais là, un truc qui m'a vraiment choqué, c'est quand il y a un randonneur qui a trouvé 2 personnes qui étaient pendues, mais pas au même moment. En fait, il s'avérait que on arrive, donc les gendarmes nous appellent et ils nous disent, oui, voilà, on a 2 corps par pendaison,
découverte par un randonneur. Ok, d'accord. Donc déjà, on sait qu'on va marcher avec notre brancard, que ça va être loin, que le corbillard, il va être là-bas, donc il va falloir forcer. Et là, donc, les gendarmes nous attendent au bout du chemin, et on marche. Et il s'avère qu'en fait, les 2 personnes qui s'étaient pendues, ils n'étaient pas morts en même temps. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est que, par exemple, il y en a un qui est mort, il y a 1 semaine qu'il est mort, et l'autre, ça faisait 2 jours. Donc en fait, ça veut dire Ils se connaissaient pas? Ils se connaissaient pas. Et ça veut dire qu'en fait, il y a donc le randonneur qui a trouvé les 2 personnes, mais il y a un randonneur qui a trouvé la première personne qui était pendue, et qui s'est dit, je vais faire pareil. Putain. Et du coup, donc il est parti chez lui, parce que je pense pas qu'il avait des cordes et tout sur lui, tu vois. Donc il est parti chez lui, il a cherché, pris une corde, Il a imité, il a fait pareil. voilà, il est revenu au même endroit, et il s'est pendu à côté de la personne qui était déjà pendue. Pour le randonneur qui arrive et qui voit les 2 pendus d'un coup, Ça va être vachement compliqué. ils n'ont pas pensé à un meurtre? Se dire, tiens, c'est quand même bizarre, deux pendus côte à côte. En fait, ça peut pas être forcément un meurtre, parce que les personnes sont il y pas mortes en a un même vrai temps. décalage. Ouais. Il y a vraiment un décalage de plusieurs jours entre les 2, quoi. Tu récupères aussi, tu disais, pour terminer, les corps, parfois en cas d'accident. Tu en parlais tout à l'heure, de train notamment, etc. Ouais. Tu parlais d'un chevalier sans tête. Tu m'as dit, tiens, j'ai une histoire de chevalier sans tête. Ouais. Alors ça, c'était un décomposé, en fait. En fait, le monsieur, il était tellement décomposé que quand je l'ai récupéré, j'ai tout s'est démembré. Donc on arrive donc sur une scène un peu bizarre où la personne est bloquée en fait entre la porte de la cuisine et le mur. Et sa tête était bloquée vraiment dans l'angle. Elle était tellement décomposée, quand je l'ai tirée pour avoir de la place, la tête, elle s'est arrachée et le bassin est resté dans mes mains, quoi. Donc j'avais vraiment 2 morceaux. Et c'est pour ça que ça m'avait fait penser à Cavalier sans tête. Tu peux plus regarder de films d'horreur où ça te fait plus rien? Si, Tu vois des trucs comme ça, en fait, le truc, c'est que je me dis, ouais, c'est faux. C'est les morts vivants, mais non, c'est faux, ça peut pas. Ouais, tu sais que c'est pas comme ça. Voilà. Ouais. Les zombies, ça n'existe pas. Non, c'est mort. Tu passes dans les mains des thanatopracteurs, tu peux pas te relever. c'est sûr. C'est sûr. C'est marrant. Faut être quand même... Est-ce que tout le monde pourrait faire ton métier? Tu penses maintenant que tu le fais, toi, depuis 10 ans là? Non, pas tout le monde peut faire le métier, parce que déjà, c'est un métier que psychologiquement est assez dur, juste parce qu'avec tout ce que tu vois. Et après, il faut l'assumer, quoi, derrière. Tu fais plus attention sur la route maintenant? Quand tu vois des accidents comme ça, mortels, et tu vois des gens qui sont décédés, est-ce que ça te donne envie de ralentir ou de moins boire? Non, parce qu'en fait, pas boire, d'ailleurs. Après, c'est mon optique de la chose. Hein. Peut-être qu'il y en a des gens qui vont pas voir comme ça. Mais en fait, moi, je vois tellement la mort qui est tellement facile qu'il faut profiter de chaque instant, quoi. T'as l'opportunité, tu le fais. Tu peux le faire, fais-le. Tu sais que ça peut vite s'arrêter. En fait, à n'importe quel moment, tu peux mourir, quoi. Là, à l'heure actuelle, je peux te parler, hop, je fais une rupture d'anévrisme et je suis mort, quoi. T'en as des... Ouais, moi, j'ai fait un enfant de 7 ans, il y a rupture d'anévrisme en faisant ses devoirs à la maison. Ça fait rien de relativiser quand on parle. C'est ça. On se dit, tiens, Mais en fait, par contre, dans 2 semaines, on peut ne plus être là, profitons. Quoi. En contrario, tu vois, pour moi, je me dis, vas-y, profite, machin. Et pour ma fille, j'ai du mal de la laisser de profiter, tu vois. Je suis plus papa poule à Tu la protèges encore plus, quoi. Voilà, à la piscine, il y a personne qui va à la piscine chez moi sans que je sois pas dans l'eau avec eux, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est mort. Mais tu vois, pour moi, en tant qu'adulte, je m'autorise à dire, ouais, voilà, je vais faire un petit excès de vitesse, voilà, je vais rouler un peu vite. Mais par contre, pour mes enfants, fais attention à ça, fais pas attention à ci, fais ci. Et des fois, c'est même un peu trop, et ma femme me dit, oh, calme-toi, laisse-la vivre. Les morts noyés, le corps est beaucoup plus détérioré. Ça se détériore beaucoup plus vite. C'est comme quand tu décèdes, par exemple, dans la forêt. T'as les animaux qui vont rentrer en jeu, et que dans la mer, t'as tout ce qui est poisson. Qui mangent le corps? Ouais, qui mangent le corps. Moi, j'ai trouvé un monsieur, une fois, on part donc du coup sur une personne noyée, et les pompiers nous appellent, machin, et donc on va le chercher, il avait sorti de l'eau, mais ils n'avaient pas sorti de l'eau complètement, tu sais, ils avaient laissé un peu le bassin dans l'eau, parce que voilà. Ils l'ont mis au bord, quoi. Ouais, il était bleu, machin, et ils avaient d'autres interventions, les flics ils nous avaient dit, ouais, il faut vite qu'il s'en aille, il n'y a pas de souci, nous on a l'habitude, on le tirera, il n'y a pas de problème. En fait, il s'avérait qu'à l'intérieur de lui, il avait des anguilles, qui est rentré par son orifice de... Arrière? Ouais. Des anguilles qui rentrent dans le corps? Des anguilles, ouais. Putain. Et du coup, ça grouillait un peu. Il n'y en avait pas non plus des tonnes, hein, tu vois, mais il n'y en avait pas. Mais je voyais que ça bougeait un petit peu, tu vois. Bon, c'est bizarre.
Et quand on l'a tiré, on a vu des anguilles. Ouais. Il paraît que le 3 janvier, en France, c'est le jour où il y a le plus de morts. Ouais. C'est le jour le plus meurtrier de France. Ouais. Et c'est prouvé. Hein. Il y a une étude. Pourquoi Je sais pas. C'est peut-être après, comme je disais, après les fêtes, tu vois, les gens qui passent les fêtes tout seuls, les anniversaires, tu vois, les suicides, les gens qui se suicident après. Voilà, ils ont passé les complications médicales, ceux qui ont mangé trop gras, trop. Et même, il doit y avoir un truc avec la bouffe aussi. Hein. Peut-être aussi. Tu un vois, mélange de tout, quoi. Ouais, il doit y avoir un mélange de tout. Retour de vacances. Voilà, la crise de foie parce que tu as mangé du chocolat, je sais pas, je pourrais pas te dire. Pendant les fêtes, tu vois beaucoup plus de gens qui décèdent parce qu'ils avalent un truc de travers, parce que parce que ça. Non, ça, moi, Pas plus. Personnellement, moi, non. Mais après, ouais, je sais que mais il y a une étude qui a été faite. Oui, c'est très sérieux. Ce que je vous donne, il y a une étude vraiment qui a été faite et le jour où on meurt le plus en France, c'est le 3 janvier. Tu as eu un homme qui a appelé les gendarmes pour dire je vais me suicider. Il a prévenu par élégance les gendarmes pour dire voilà, je vais me suicider, ça c'est là, telle heure, telle date. Ouais, il a. Il y en a qui préviennent. Ouais, il avait prévu. Et en fait, il appelle les gendarmes. Et les gendarmes pensent que c'est un canular. Ils nous l'ont dit, nous, on n'y croyait pas. Elle a dit, écoutez, je prends ma voiture, je pars de chez moi, je vais sur cette route, à cet endroit, cette intersection, et je vais me prendre le platane et je vais me tuer. Les gendarmes, ils disent, non, c'est un canular, on ne vous croit pas, machin, nanana. Si, allez-y. Donc, le mec prend sa caisse, fonce. Il fait ce qu'il dit. Il tape le platane. Et là, personne ne l'a cru, parce que voilà, les gendarmes, mais la voiture prend feu. La voiture a pris feu, et donc du coup, il y a des gens qui passaient par là, ont vu l'accident, que la voiture enflamme, donc ils ont appelé les pompiers ont appelé les gendarmes, et au final, ça s'est retrouvé que c'était le mec qui avait appelé les gendarmes en leur disant « je vais me suicider ». C'était toi qui étais sur l'affaire ? Ouais, moi je suis allé le chercher. Là, on a eu beaucoup d'aide des pompiers, qui font un travail merveilleux d'ailleurs. C'est qu'en fait, pour sortir le corps, il fallait le désincarcérer. Donc on a dû attendre qu'ils éteignent les flammes, parce que c'était à proximité de notre pompe funèbre. Donc du coup, on est arrivé assez vite. Donc il venait juste d'éteindre les flammes, et après il fallait faire tout le processus de désincarcération. Et il est décédé, le gars. Ah oui, le monsieur il est mort brûlé dans sa voiture. Donc vraiment calciné, quoi. Vraiment calciné. Putain. Et donc du coup, c'est chaud de se lancer sur un arbre en voiture et là, pleine balle. Et là, les pompiers, eux, là, sont restés et nous ont aidés à sortir le corps parce que c'était assez compliqué. Donc ils ont coupé le volant, ils ont coupé la portière, ils ont vraiment Tu vois des manières de se suicider étonnantes où tu te dis putain là. Ouais, moi j'en ai fait un. Je me suis dit putain, le mec en fait il avait vraiment envie de se suicider. Donc on arrive et en fait le monsieur il était pendu à son radiateur. Donc en fait, comme moi j'avais parlé avec beaucoup de médecins et tout ça, que j'ai même les podcasts que je regarde de chez toi, et j'en apprends des choses tous les jours. Et une fois on m'avait dit en fait que le suicide c'était plus facile quand c'était en l'air. Tu vois, quand tu veux te pendre, mais en l'air. Parce qu'en fait, une fois que tu es en l'air, tu peux pas te rattraper. Parce que naturellement, tu vas avoir un truc vital. On dit, naturellement, en fait, tu vas avoir le réflexe. Tu vas avoir le réflexe de te relever. Alors que là, le mec a pendu à son radiateur, il s'est pas relevé. Donc c'est que vraiment, le mec, il s'est laissé vraiment. Il était vraiment. Déterminé. Ouais, il était déterminé, exactement. Une fois, tu as fait une erreur, une petite erreur, lors d'un accident de train. Tu vas oublier de cacher quelque chose, il y a des gens qui passent. Ça c'était une belle bourre que j'avais fait. Et en fait, moi, comme j'ai dit, je suis dans mon métier, je fais ce que j'ai à faire, je suis concentré. En fait, je regarde pas ce qu'il y a autour. Je regarde pas ce qui se passe. Et on en parlait tout à l'heure que quand une personne se suicide sous un train, généralement, ils sont démembrés. Donc, en fait, il y a des bras, des doigts, voilà, il y a tout le corps qui explose et qui va un peu partout. Et en fait, il s'avérait qu'on n'arrivait pas à trouver une jambe. Et donc, on ratisse avec la gendarmerie tout le périmètre jusqu'à la tête de la locomotive. Et là, je dis, c'est pas possible. Et là, je dis, il doit être bloqué en dessous. Et là, je me baisse et je vois la jambe sous un wagon. Et je dis, je passe dessous. Il y avait des gens qui étaient, la gendarmerie qui était dehors, qui m'attendaient. J'ai pas fait ça tout seul. Donc, je vais dessous, je prends la jambe et je dis à mon collègue qui était à l'autre bout, à la fin de fil et là, je prends la jambe, je dis, je l'ai trouvé! Et là, en fait, que j'avais pas vu que j'étais c'est qu'il y avait les voyageurs dans le train. Donc là, je l'ai trouvé. Oh. Putain, c'était des familles et tout, là. Ouais. Après, j'ai percuté, tu vois. J'ai vraiment fait l'imbécile. Et en fait, comme on dit, nous, on rigole, parce que c'est notre quotidien. Et là, je dis, ouais, je l'ai trouvé, tu vois. Et je lève la jambe. Et là, en fait, j'ai pas pensé qu'il y avait des gens dans le... Parce que quand t'en as déjà pris des trains, t'as eu déjà des retards de train. Ils te disent pas, en fait, pourquoi ils disent incident voyageur. Voilà. Et en fait, voilà. Quand tu dis incident voyageur, c'est jamais bon signe. Ils savent que,
c'est quelqu'un qui s'est suicidé, quoi. Et tu t'es fait engueuler par la Ouais, je me gendarmerie? suis fait engueuler par la gendarmerie en me disant, ouais, qu'est-ce que vous faites? Bah, de suite, hein. Et après, ouais, tu as honte déjà. Et après, moi, j'ai prévenu mon patron en disant que voilà, j'ai fait ce geste, mais j'ai vraiment pas pensé à mal, quoi. Tout à l'heure, on disait que tu es agent funéraire, et tu es aussi fossoyeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que fossoyeur? Alors, le fossoyeur, c'est un métier assez très particulier. C'est vraiment, lui, il va travailler que dans le cimetière. Il va D'accord. s'occuper que des ouvertures de caveaux et des fermetures de caveaux. Qu'est-ce qu'un caveau? Attends, on va reprendre tous les termes, mais parce que je vais te poser des questions précises Ok. dessus. Alors, un caveau, c'est une tombe? C'est une tombe, c'est une sépulture où tu peux déposer les défunts, voilà, et pouvoir venir te recueillir plus tard. Alors, il y a des plaques en marbre dessus, Ouais. qui sont très très lourdes. Ouais. Il y a des gravures, c'est des métiers de marbrier, c'est ça, donc graveur? Graveur, marbrier, j'ai fait aussi ça. En or, on peut mettre En or. Ben, tu mets de la vraie feuille d'or. Hein. Enfin, moi, du moins, pour mon compte, quand je fais des gravures et que je dors, je mets de la vraie feuille d'or. Hein. C'est vraiment de la vraie feuille d'or. Question, parfois quand tu vas à un enterrement, tu enlèves la plaque du coup, Ouais. parfois il y a de la terre, parfois il n'y a pas de terre, les cercueils sont empilés, il n'y a pas de terre du tout. Pourquoi il y en a avec de la terre dedans et d'autres sans terre? Ben, ça dépend le caveau, en fait. Moi, je sais que dans le sud, on travaille plus avec des préfabriqués maintenant, où voilà, c'est donc des caveaux où on creuse et en fait tout est hermétique. Et on met les étagères. Voilà, en fait, tu as plusieurs places avec des étagères et tu as ton passage au milieu pour pouvoir les déposer. Ce que tu dis quand il y a de la terre, c'est une fosse en pleine terre. C'est quelqu'un qui creuse un trou. Et en fait, t'as pas d'habillage, t'as pas de caveau. Tu mets le cercueil dans la terre et tu rebouches. C'est ça. Voilà. Et tu as une petite croix. Il n'y a pas de caveau. C'est ce qu'on appelle une fosse. Combien ça coûte un enterrement en France? Un enterrement, fourchette, hein, moyenne générale, tu es sur du 4000. Voilà. En moyenne générale, si tu as un cercueil correct, avec une prestation correcte, voilà, fourchette entre 3000 et 4000. Il y a des demandes que tu as refusées. Ouais, j'ai refusé une fois, en fait, c'était pendant je faisais des travaux de marbrerie. À ce moment-là, tu en as parlé tout à l'heure, des habillages Des de plaques caveaux, commémoratives. les plaques et tout ça. Et en fait, il s'avérait on avait habillé le caveau, donc avec des belles colonnes en granit. On a fait un super travail de ouf. Et le fils du défunt est venu me voir et m'a demandé de sculpter le visage de son père dans la colonne en granit. Et moi, j'ai dit non, vraiment, je peux pas vous faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est déjà, j'ai pas les capacités parce que le rendu d'une sculpture, ça peut te plaire à toi, mais ça peut ne pas ça plaire peut être horrible. Il y a des statues de Cristiano Ronaldo qui ressemblent pas à Cristiano Ronaldo. Voilà. Quand tu Et lances donc, dans du un coup, truc. en fait, quand tu te lances dans un truc assez complexe comme ça, que le mec, il a passé beaucoup d'argent dans son caveau, parce que vraiment, on a fait un beau caveau, et qui te demande de détruire un peu les colonnes pour graver, j'ai préféré dire non. Est-ce que tu as déjà eu, sur les plaques commémoratives, tu sais, parfois on peut mettre une plaque posée sur la tombe avec marqué à mon cher grand-père, à mon grand-père bien-aimé, ou voilà, bref. Est-ce que tu as déjà eu tu as vu des plaques un peu surprenantes où tu t'es dit, putain, c'est... J'ai vu une plaque, elle m'a fait mourir, mais alors mourir de rire, alors que j'étais pas prêt du tout. Et même j'en ai fait une aussi qui était assez drôle. Donc pour en revenir, une plaque que j'ai vue qui a fait vraiment pas mal de buzz autour de moi au niveau vidéo de mes collègues et tout, parce que du coup j'étais obligé de l'envoyer à mes amis. Et en fait, il y avait marqué dessus tu m'auras bien cassé les couilles. Je te jure, c'est vrai, je mens pas. Hein. Vraiment, la plaque, j'ai des vidéos avec. Si tu veux, C'est qui l'a émis? Eh ben ça, je ne sais pas qui c'est qui l'avait émis. C'était pas un enterrement que tu as fait toi, c'est un truc que tu as vu dans un cimetière? C'est un truc que j'ai vu dans un cimetière. Et le plus bizarre, c'est que le lendemain que je poste une vidéo avec cette plaque, j'ai une famille qui arrive et qui me dit « On vient de perdre notre neveu. C'était un gamer. » Eh ben, on va lui dire à force de jouer, maintenant, c'est toi qui es game over. » Voilà. Et c'était un gamer, le jeune passait son temps. Et les grands-parents... Et ils ont voulu avoir cette plaque. Voilà, ils ont marqué. Non, c'est qu'ils me l'ont fait graver. Ah, et tu l'as fait graver, toi? Ouais. C'est eux qui m'ont choisi la phrase, donc voilà. Tu t'es fait enfermer dans un cercueil pour voir ce que ça faisait? Ouais, je suis un peu bizarre, sûrement.
Et alors, c'est Mais déjà, c'est pas confortable du tout. très désagréable, Ouais, surtout. c'est pas confortable. Et il faut pas être claustrophobe. Ah ouais. Putain. Ah, t'avais Voilà. fait fermer le. Ah, j'avais fait. C'est pas juste allongé Non, il dedans. m'avait pas vissé. Non. Putain, t'es pas superstitieux, toi, hein, parce que moi, je l'aurais pas fait. Donc voilà, mais ouais, je m'étais mis dans un cercueil. Bon, j'avais pas le capiton, je m'étais juste mis un coussin vite fait. Et je voulais voir ce que ça faisait en fait. Et il t'est arrivé une anecdote pour finir. Donc, fossoyeur, pour le coup, là, tu rentres dans le caveau Ouais. et t'es resté bloqué dans un caveau. Ouais. T'as failli mourir, pour le coup, là. J'ai failli mourir, non, parce que je suis toujours vivant. Mais j'ai vraiment cru que j'allais rester dans le caveau. C'était vraiment un moment très compliqué pour moi. En fait, on s'avère que on fait une ouverture de caveau, donc c'est pas moi qui ai fait le fossoyeur. Et en fait, le fossoyeur, il s'avère qu'il n'a pas donné les informations lors de l'inhumation pour savoir si le cercueil pouvait rentrer, en sachant que le cercueil, c'était un Norcote. Donc ce qu'on appelle un Norcote, c'est un cercueil qui n'est pas standard. Donc par exemple, un cercueil standard, on va dire c'est 185 par 50 de large. Et là, c'était un 195 par 55 de large. Donc les proportions et les cotes sont différentes. Et donc moi, j'ai pas été au courant. Et en fait, donc moi, le fossoyeur, il rentre et au moment de l'inhumation, je tire le cercueil pour le faire rentrer. Et en fait, vu qu'il était trop grand, moi, je me retrouve coincé contre la paroi. Et en fait, je me retrouve donc du coup avec le cercueil sur les hanches, bloqué contre la paroi du caveau. Et là, le cercueil qui rentre vraiment de 5 cm et en fait bloqué. Donc, Ah, il te bloque, tu t'auto-bloques. Voilà. Mais t'es tout seul quand tu fais ça? Moi, je suis tout seul dans le caveau, ouais. Ouais, un Il n'y a fossoyeur. personne de l'autre côté qui En fait, qui t'aide à porter ça? t'as les porteurs qui sont dehors et qui, eux, retiennent la chute pour pas faire de bruit et tout ça. Ils n'arrivent plus à relever Mais le sinon, truc? Ben non, parce qu'en fait, il est bloqué. Et eux, ils n'ont pas de prise, ils peuvent pas aller chercher les poignées, ils peuvent rien faire. Ah, Là, qu'est-ce qui c'est un tombe? moment de solitude où, déjà, t'as la famille qui est présente. Oh, Il y avait le curé à ce moment-là. Et toi, tu paniques ou pas? Et moi, je panique. Je panique parce que déjà, l'entrée, elle est bouchée et je sais qu'il y a personne qui peut venir me donner un coup de main. J'ai les collègues dehors qui n'arrivent pas à retirer le cercueil parce que le cercueil, il est bloqué entre mes hanches. Ouais, il est rentré, voilà. c'était triste, quoi. Ça voilà, t'a poussé, il est tu vraiment peux bouger. bloqué. Ouais. Et donc, moi, commencer à avoir le souffle court parce que le cercueil est assez lourd, vu que c'est un hors-côte. Et là, panique à bord. J'ai essayé de le sortir, faites quelque chose, quoi. Sortez-moi de là. J'ai là. En faire, t'es bloqué dans un Et, caveau. Même. et en gros, ça a duré 5 minutes. Mais c'est les 5 5 vraies minutes. les plus longues de toute ma vie. Et donc, du coup, j'ai des collègues, en fait, qui tiraient les cordes, des autres qui ont passé les bras et qui ont réussi à soulever le cercueil. Et une fois que le cercueil il est sorti, moi, j'ai pu T'as bondi, quoi. j'ai pu me décaler. Non, mais je me suis juste décalé, en fait. Décalé, et le cercueil, il s'est calé. Et là, en fait, il est resté bloqué comme ça. Au milieu. La famille, ils n'étaient pas choqués de... Mais la famille, en fait, eux, ils n'étaient pas choqués parce qu'ils savaient que le cercueil était beaucoup plus grand. Et en fait, en amont, l'avantage que le conseiller funéraire a bien fait son boulot, c'est qu'il avait prévenu que vu que le caveau était ancien, peut-être qu'il ne rentrerait pas entièrement dans le caveau. Il y a des objets dans les cercueils. Parfois, les gens demandent de se faire enterrer. Là, tu parlais tout à l'heure, malheureusement, d'un déguisement mini sur une petite fille. Mais est-ce que parfois, ils veulent se faire enterrer avec des objets fétiches de leur vie, marquants de leur vie ou de leurs proches, tout étonnants? Est-ce que tu as vu des trucs? Alors moi, j'ai vu des trucs étonnants. Enfin, pour moi, c'est étonnant. Pour certains, peut-être que ça sera pas étonnant. Mais j'ai vu un jeune homme, on va dire un grand adolescent. Il s'est fait enterrer avec une montre Rolex dans son cercueil. Chose que moi, je ne pourrais jamais me payer. Une Rolex très chère. Une Rolex, qui valait très très cher de ce qu'on a pu comprendre avec les parents quand on en a parlé. Je te donne juste une fourchette, c'est entre 70 et 80 000 euros la Rolex. Il s'est fait enterrer avec. Et il s'est fait enterrer avec. Après, c'était une famille vraiment aisée, qui avait vraiment du moyen. Ça se voyait avec leur maison, ça se voyait à leur façon de parler, ça se voyait à leur voiture. C'était vraiment des gens, des personnes aisées. Et en fait, donc du coup, quand on l'a enterré, si vous savez dans quel état ça va finir. Ah oui, de toute façon, ça va être gâché. Nous, en sachant que tu pourras jamais te le payer, jamais te l'offrir, t'as toujours un peu de jalousie, tu vois, et de leur dire, mais bon, après, si eux, ils peuvent, et qu'on leur a rendu service et qu'ils étaient contents, c'est l'essentiel. C'est quoi souvent les objets les plus récurrents que tu vois, les plus récurrents, communs, c'est généralement les chapeaux de cow-boy, pour les gens qui aiment avec les Santiago, qui font de la country, des trucs comme ça, les motards, souvent les bottes, les gants, le casque, ils veulent se faire. Il y en a qui se font enterrer avec leur casque?
Il y en a qui se font... Moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai entendu dire que ouais, il y avait des gens qui s'étaient fait enterrer avec leur casque. Nous, c'est souvent la combinaison, en fait, qu'on nous demande de mettre. Et les bottes, bah, ça, c'est les Thanatos qui galèrent, hein, franchement. Et ils font un job, ils font un job de dingue. Et après, ouais, t'as généralement les beaux costumes. Tu disais que les fossoyeurs, tu disais que parfois on vous appelait les pilleurs de tombes, les charognards. Ouais. C'est toi qui as dit ça. Ouais. Pourquoi? En fait, justement, quand il y a des personnes qui se font enterrer comme ça avec des bijoux de valeur, et ben nous, quand le caveau il est plein, malheureusement, on doit faire la réduction de corps. Donc la réduction de corps, tu disais, c'est au bout de 5-7 ans. Voilà. Et en fait, même plusieurs années après, hein, pas forcément 5-7 ans, c'est la fourchette que je t'ai dit, c'est la possibilité de... C'est minimum. Voilà, c'est la À possibilité. partir de 5-7 ans, il n'y a plus que les os et tu peux réduire mais après, les tu peux, tant que ton caveau il a de la place, t'as pas besoin de faire de réduction de corps. Mais par exemple, tu vois, cette personne que j'ai enterrée avec sa Rolex, eh ben, je sais que dans plusieurs années, il va forcément falloir faire une réduction de corps. Et donc peut-être que, tu vois, au moment de la réduction, il y a des gens qui nous disent qu'on récupère, nous, les bijoux, tout ce qui est en or. Vous faites quoi? Vous rendez à la famille? Ben non, on les laisse dans le caveau, nous. Ah, tu laisses tous les objets? on laisse tout. Enfin, moi, pour ma part, je laisse tout dans le caveau. Parce que ça appartient à ce monsieur. Ce monsieur s'est fait enterrer avec. Il n'y a aucune raison que je le dise à la famille, récupérez-le. Ah, bien sûr, si la famille veut les récupérer, ne le mettez pas avec. Bien sûr. Tu vois. Donc moi, je le laisse tout dans le caveau. Mais ouais, tu vois souvent des bijoux, Ouais, tu vois souvent des bijoux, même des gens qui ont des dents en or ou des trucs comme ça. Moi, je le laisse tout, les colliers, vraiment tout ça. Moi, je suis contre ça, je touche pas. Mais t'en as déjà entendu, les mecs? J'en ai déjà entendu, et même moi, en discutant avec des gens, comme j'ai dit, tu vois, il y a des gens qui disent, ouais, vous êtes des pilleurs de tombes, quoi. Donc ça fait un peu mal au cœur avec le travail qu'on fait. Mais bon, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Il y a souvent des gens dans tous les corps de métier. Tu disais qu'il y avait un truc qui t'étonnait, c'était parfois il y a des gens qui faisaient des footings dans les cimetières. Ouais. Ils sont au calme. Ils sont pas embêtés, ouais. Tu comprends les gens qui vont se promener dans les cimetières aussi? Ouais, moi je comprends tout à fait, moi. Moi je comprends tout à fait parce que je le fais avec ma famille. Quand, par exemple, après peut-être que c'est propre à mon métier, hein, mais dans des grands cimetières, je sais qu'il y a des gens qui vont souvent courir. Se promener. Il y a des gens qui vont voir, t'as des beaux monuments dans les cimetières. Hein. Faut pas croire. Hein. T'as des caveaux qui sont énormes, t'as des chapelles, il y a dans certains cimetières, moi, le cimetière où je bosse souvent, on a carrément une chapelle avec une commémoration où il y a plein de noms. Et moi, ça remet un peu de vie dans ces lieux, quoi. C'est laisse promener, quoi. C'est pas un manque de respect. C'est ouvert au public. Hein. Ouais, bien sûr. Le cimetière est ouvert au public. Hein. Tu vois souvent des vols. Je te parle pas dans les tombes. Hein, je te parle des fleurs, des plaques. Est-ce que ça c'est un fléau, ouais. C'est un fléau, c'est vrai ça. C'est un vrai fléau parce qu'en fait, t'as des sculptures en bronze, tu vois. Et le bronze, ça coûte de l'argent. Donc en fait, t'as les gens, ils viennent, ils disent que, par exemple, t'as les Vierges Marie en bronze, ils te les disent. T'as des gens qui viennent et qui prennent des plaques parce qu'ils n'ont pas les moyens. La plaque n'est pas signée, par exemple. Je dis à mon cher grand-père. À mon cher grand-père, le mec, il va la prendre, il va le mettre pour son grand-père. Donc maintenant, souvent, on préconise aux gens, quand ils font des plaques, de le coller sur le caveau. Voilà. Parce qu'au moins, ils ont, on va dire, une sécurité en plus de coller la plaque et d'éviter de se la faire prendre. Il y en a qui n'ont pas de race, quoi. Il y en a qui n'ont pas de race. Et une fois, j'avais entendu qu'il y avait des mecs qui étaient carrément venus avec un chalumeau pour faire fondre les feuilles d'or, pour les récupérer. C'est vrai, c'est pas une boutade. Non, c'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent quand t'es en soirée, que tu parles de ton métier? Pourquoi tu fais ça? Je te jure. C'est pourquoi tu fais ça, en fait. Qu'est-ce que tu trouves... Pourquoi t'as choisi ce métier-là, quoi? Ouais. Pourquoi? Et tu vois quoi? Et ça consiste en quoi? Ou sinon, t'as la réponse. Moi, quand je dis mon métier, généralement, t'as donc l'intrigue. Mais ça consiste en quoi? Ou sinon, ah ouais. Non. Combien vous gagnez quand vous faites comme ça, agent funéraire, fossoyeur, etc. Alors moi, j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, vraiment en bas de l'échelle, il y a 10 ans. J'ai pas honte de le dire, je touchais 1 300 € net. Je vais pas parler en brut, je vais parler en net. Bien sûr. Donc j'ai touché 1 300 € net. Et là, voilà, avec les années, l'expérience, tout ce que je fais, je te dirai pas mon salaire. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux, sinon je resterai pas. Mais après. C'est au moins le double. Ouais. Après c'est l'expérience. Tu sais te vendre, voilà. Et après ça dépend aussi le secteur aussi où tu travailles. Je pense qu'à Paris ils sont peut-être
plus payés que nous par rapport à que la vie est plus chère. Dernière question, est-ce que tu as déjà vu des embrouilles dans des enterrements, des gens qui commencent à s'engueuler entre eux, des familles qui se déchirent, mais pendant l'enterrement? Ouais, moi, nous, je m'en souviendrai toute ma vie de cet enterrement-là. C'est le grand-père, il a tapé la petite fille en plein milieu de la cérémonie à l'église, alors que lui, il enterrait sa fille et elle enterrait sa mère. Et en fait, il y avait déjà un conflit familial, et en plein milieu de la cérémonie, nous, les porteurs, on est dehors. Il n'y a que le maître de cérémonie qui est resté dans l'église. Et là, on entend du brouhaha, on rentre et on voit, c'est Bagdad, quoi. C'est vraiment une bagarre, comme une bagarre Bagarre, une mêlée. Ouais, avec des gens Mêlée qui de se rugby. poussent, ça crie de partout. Donc, obligé de nous d'intervenir, d'essayer de séparer, de prendre la fille, de la mettre dans le corbillard, de sortir le grand-père. T'as foutu la fille dans le corbillard? Ouais, parce que c'est pour éviter qu'elle se fasse taper, quoi. Donc, il y a des... mais les conflits familiaux, il y en a énormément. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Parce que de toute façon, dès que tu parles d'argent, d'héritage, c'est compliqué. Pour terminer, t'as une dame qui s'est jetée sur un cercueil. Ouais, ça m'est arrivé... ça m'a pas arrivé beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé quand même une bonne dizaine de fois. C'est des gens, au moment de l'inhumation... Donc c'est-à-dire, du moment où tu mets le cercueil... Au moment où tu déposes le cercueil, là, en l'occurrence, c'était une fosse. Donc une fosse, nous, dans la législation, là où on travaille, c'est 2,50 m de profondeur. Donc en fait, tu as 2,50 m, donc tu as le cercueil, et là, on commence à descendre le cercueil, donc pour aller à 2,50 m de profondeur, et là, tu as la maman qui s'est jetée sur le cercueil. Donc en fait, nous, on était avec les porteurs, avec les cordes, en train de tenir le cercueil pour, déjà, avec le poids du cercueil, plus le poids de la maman, et plus les gens qui essayent de récupérer la maman, quoi. Donc, mais pour le récupérer la maman, ils sont obligés de mettre le pied sur le cercueil. Donc nous, ça nous fait du poids, on est comme ça, on est rouge. Et si ça lâche, si ça lâche, la maman, elle descend, et le cercueil à 2,50 m. Je pense qu'une chute de 2,50 m, avec déjà, tu te fais mal, et le cercueil, à mon avis, il tient pas vraiment le choc. C'est la détresse, quoi. C'est la tristesse, hein. On voit la tristesse, nous, de tous les jours. Hein. Tous les jours, dans notre métier, on voit la tristesse des gens. Hein. Est-ce que tu as déjà été appelé sur quelqu'un que tu connaissais? Oui, 2 fois. Est-ce que tu refuses? Non, parce que tu le sais pas. Tu le sais pas, en fait. Nous, moi, justement, j'étais pas conseiller funéraire. C'est les conseillers funéraires, généralement, qui reçoivent des appels des familles. Et en fait, ils connaissent pas tout ton entourage. Tous tes amis, ils connaissent pas. Et moi, il s'avérait que j'ai eu une réquisition de gendarmerie où c'était le père à un collègue à moi que je suis allé chercher. Et une famille qui nous a appelés pour nos services, où c'était la maman à un collègue à moi que je suis allé chercher. Bon. Ouais. Et là, c'est un grand moment de solitude. Tu sais pas quoi dire. Moi, quand je suis allé voir mon collègue, en fait, je l'ai vu avant d'arriver chez lui, et vu qu'il habite dans une copropriété, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et je le vois sortir, il pleurait pas, et je dis, ouais, ça va et tout, comment tu vas? Et là, il me dit, ça va pas, en fait. Je dis, comment ça va pas? Je dis, tu vas chercher mon père. Désolé, en fait, je savais pas, tu vois. Et en fait, nous, on nous dit vraiment rien. Et une fois, la maman que je suis allé chercher, toute la famille, je le connaissais pas, je connaissais vraiment que le fils. Et donc, je rentre dans la maison, et arrivé au moment où je rentre dans la maison, dans la chambre où il y avait la maman, je tourne la tête, et là, je vois mon collègue. Et je suis, oh. Et là, en fait, tu t'as pas les mots, quoi, tu peux rien dire. Et après, bon, ils sont quand même contents de voir que c'est quelqu'un qu'ils connaissent, qui s'occupe de leur maman ou quoi. Parce que voilà, ils te disent merci, occupe-toi bien d'elle, prends soin d'elle. Et voilà, ils sont un peu, on va dire, rassurés. Mais pour nous, c'est plus compliqué. T'as 33 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as envie de faire après? Ce serait quoi l'évolution pour toi? Pour le moment, moi, je suis très très bien dans l'entreprise où je travaille. Donc, si je peux évoluer dans l'entreprise où je suis, c'est mieux. Et non, je pense pas ouvrir ma propre pompe funèbre. Non. Tu en parles pas de l'entreprise où tu travailles. Ouais. T'es pas là pour faire de la pub. Hein. C'est vraiment, t'es là pour expliquer ton métier, voilà, gentiment, pour partager. C'est ça. C'est vraiment l'unique but de ta venue. Découvrir tout ce qu'on voit, le à l'envers du décor, comme on dit, parce qu'on se base sur... voilà, les gens, ils sont bien habillés, ils sont en costume, alors que t'as les fossoyeurs qui travaillent dans la boue, qui sont pourris toute la journée, sous la pluie, sous le vent. Et t'as le côté où... Il y a tout le côté où on va chercher les gens aussi, tout le côté de réquisition de gendarmerie, et tout ça, les gens ne le savent pas. Tu regrettes pas du tout d'avoir choisi cette voie? Je regrette en aucun cas d'avoir choisi cette voie-là, et je continuerai dedans jusqu'à ce que je sois vivant. Tu fais des vidéos sur TikTok où tu présentes ton métier, c'est comme ça qu'on a vu que tu faisais ce métier. Ouais, j'ai une petite chaîne TikTok, hein, rien de bien fou. Ça s'appelle, moi, c'est Calapac, ou sinon Personne. Je mettrai le lien, si vous voulez, de toute façon. Allez voir les vidéos directement de Brice, je vous mettrai le lien dans la description.
et de la vidéo YouTube et des podcasts audio. Voilà, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, c'est dans la description en dessous de l'épisode et il y aura le lien pour le suivre si vous voulez. C'est gentil, merci. Tu fais quoi sur ce TikTok? Et en fait, moi, je montre qu'on peut travailler dans le milieu du funéraire, mais avec joie et bonne humeur. Et je montre un peu toutes les anecdotes, tout ce que je vis tous les jours, sans montrer les noms des familles, sans montrer les défunts. Je vais pas monter des trucs que avec je vois, respect. Avec respect, voilà. C'est vraiment des anecdotes. Voilà, quand on est en attend à l'église, on est au soleil. Quand je grave, voilà, je montre plein de trucs. Allez voir. Merci d'être venu, Brice. Merci Guillaume de m'avoir invité. Vous êtes monté en train? Ouais, on est monté en train. Merci beaucoup. Montpellier, c'est ça? Montpellier, ouais. La région de Montpellier 34. On embrasse tous les amis de l'Hérault. Ouais. On viendra avec la tournée, voilà, le 17 octobre 2026. Si vous êtes du côté de Montpellier, on se retrouvera là-bas le 17 octobre avec Philippe Boxeau, le médecin légiste. Okay. Tu viendras, je te le présenterai. Avec plaisir, je viendrai. Et là, il y aura Julien, le pilote de Tigre, un hélicoptère de combat, et tous les autres invités avec lesquels on part, astronophilos, astrophysiciens. Il y aura des invités surprises qui seront là ce jour-là. Un énorme invité qu'on va annoncer bientôt. Et si vous voulez prendre vos places, c'est légende-tour.fr. Je vous mettrai le lien directement aussi, pareil, dans la description. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est vraiment cool. Puis vous êtes nombreux à vous abonner. Puis on peut avoir d'invités exceptionnels, voilà, comme toi aujourd'hui, qui vient nous raconter un parcours, une vie, un métier qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'était vraiment cool. Moi, c'était vraiment un plaisir en tout cas et je viendrai le 17. Écoute, avec plaisir. Hein. C'était un peu l'expérience, c'était ta première interview? Ouais, c'était ma première interview, c'était ma première expérience. Un peu stressé au début. C'est vrai? Ouais, je pense que ça s'est vu. Non, pas du tout. Mais franchement, non, c'est une bonne expérience. L'équipe est top, c'est génial, tu mets les personnes à l'aise. Vous êtes vraiment tous au top, là, tout le monde. Franchement, ne changez pas. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec nous. Je vous embrasse fort. On se retrouve du coup 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende, en podcast audio si vous faites du sport ou si vous êtes en voiture ou dans les transports et sur YouTube directement. Merci 1000 fois. Je vous embrasse fort. On se retrouve de toute façon très vite pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.